Salut à tous. Salut. Bienvenue sur Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Beaucoup de fréquences chez Tatami Connexion, on pourrait nous appeler Fréquence MMA tellement on enchaîne là en ce moment, mais non, ce n'est pas nous on est Tatami Connexion. Et donc voilà, parce que c'est le 4e épisode qu'on fait en 2 semaines et demie là, entre le 285, l'analyse, la review, la review de Monsieur Fernand Lopez. De l'interview, ouais. Donc c'est pas mal. Bon, on vous avait dit qu'on essaierait de mettre plus de fréquences. C'est le cas, on va essayer de continuer sur cette lancée. En tout cas, merci parce que les vues ont suivi. On a atteint presque les 3000 vues, enfin en tout cas dépasse les 2000 vues à chaque fois je crois. Les abonnés ont suivi, donc ça c'est super. Les mises en lumière ont suivi aussi, et merci, je l'avais noté pour la fin, mais je vais le dire maintenant, merci à Octogone, le podcast le plus vieil, c'est le plus vieux podcast MMA français, qui nous a mis en lumière sur leur dernier épisode. J'ai été notifié cette nuit, voilà, au travers de Samir, qui est le présentateur, et de Baba, qui est un ami à moi, qui a le podcast aussi, l'excellent podcast Au bord du ring. Si vous êtes passionné de boxe, n'hésitez pas aussi à aller écouter ce podcast. Donc voilà, cette mise en lumière, nous on s'y attendait pas. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai encore l'impression qu'on est, tu sais, Tatami Connexion, le petit podcast qui faisons ça pour nous en vrai, hein, tu sais. Voilà, avec quelques personnes qui nous écoutent et ça nous fait kiffer, mais j'ai l'impression que là il y a un truc, il y a une petite page qui est en train de se tourner en ce moment et que ça fait plaisir, que notre podcast y plaît. Donc ça déjà c'est nous, c'est la meilleure des rémunérations, c'est celle-là, hein. Enfin, vraiment c'est gratifiant, hein. C'est ça, c'est pour le coup qu'on ait un auditoire, un auditoire, j'ai bugué, un auditoire qui et en plus de connaisseurs qui valide ce qu'on fait et le travail qu'on fait. Donc merci beaucoup. Donc on va essayer de continuer sur cette lancée. Et je le redis en live, l'invitation, elle est acceptée et validée, il n'y a pas de souci, ça sera avec grand plaisir de venir partager le micro avec le podcast Octogone. Donc voilà, ça sera un vrai kiff. De toute façon, on est là pour le partage, que ça soit dans le sport ou que ça soit dans le média, on est là pour le partage. Franchement, il n'y a pas de concurrence, vous l'avez dit dans le podcast et c'est vrai. En tout cas, nous, on ne se met jamais en concurrence avec personne, chacun fait le travail qu'il fait, chacun trouve ses auditeurs. Voilà, il en faut pour tout le monde et donc tout travail est bon à prendre et il faut essayer de juger toujours positivement les gens et ça c'est super. Voilà, c'était la minute positive. Mais on n'est pas là que pour ça. On est là aussi pour parler de l'UFC 286 qui va avoir lieu la nuit du 18 au 19 mars à la The O2 Arena. Je me suis entraîné avant qu'on lance le micro, je me suis entraîné. Qui est en Angleterre de toute façon, donc ça c'est super parce que ça va être sur notre fuseau, donc on va pouvoir le voir en live pour une fois. Ça c'est bien. Mes heures de sommeil le remercient l'UFC, franchement. Ça sera une nouvelle fois pour le titre des poids moyens, donc avec une revanche Walter mais des poids mi-moyens, excuse-moi, je t'avais dit que j'avais mal écrit, j'ai marqué mi-moyen mais j'ai lu moyen. Tu as raison de me corriger. Et donc c'est même pas une revanche. C'est une trilogie. C'est une trilogie, donc c'est la belle. La belle entre Leon Edwards et Kamaru Usman. Donc ils s'étaient affrontés beaucoup plus jeunes dans leur carrière et Kamaru Usman avait gagné. Là récemment, Leon Edwards a réussi à prendre le titre qui était bien ancré, en tout cas la ceinture qui était bien ancrée aux hanches de Kamaru Usman avec l'upset, sûrement l'upset de l'année. En tout cas pour moi c'était l'upset de l'année avec ce fameux high kick en fin de 5e round qui permet de gravir la dernière marche qui lui manquait jusqu'à la ceinture. Et donc là, revanche sur les title shots. C'est vraiment ça, parce que le premier, il n'y avait pas de titre en jeu. Donc revanche sur les title shots entre Kamaru Usman et Leon Edwards. Donc on va voir ce que ça va donner. Il y a plein d'éléments qu'on a travaillé. Alors on va pas se mentir, on va pas refaire une analyse de tout leur combat, parce qu'on l'a déjà fait pour le Kamaru Usman Leon Edwards 2. Par contre, on va décortiquer, toujours comme d'habitude, boxe, lutte, sol, ce qui s'est passé dans le précédent combat là. Dans le dernier combat. Et les ajustements qu'ils pourraient faire. Ouais. Alors c'est pas toujours évident en vrai de le faire parce que s'il se passe rien, il n'y a pas de podcast. Mais là pour le coup, il s'est passé énormément de choses dans ce combat, donc on aura beaucoup de choses à dire. Enfin en tout cas je sais pas pour toi dans tes notes, mais moi comme d'habitude quoi, j'ai fait chauffer le stylet. On va commencer par le Tale of the Tape et cette fois-ci on va inverser les rôles puisque le champion étant Leon Edwards, on va commencer par lui.
Donc Leon Edwards, c'est 1m88, avec une allonge d'1m88. Ça n'a toujours pas changé. C'est 20 victoires, 7 KO, 3 décisions et 10 soumissions. Ça montre le niveau du monsieur au sol. Et 3 défaites. Donc on a 2 décisions et un... Ils ont mis one other. J'avoue que j'ai plus été chercher ce que c'était cette... et un non-contest. Le non-contest, on sait que c'est le HIPOC de Belal Mohamed. Ouais. Et le other, je sais plus. J'avoue que comme j'ai pris mes notes au dernier moment, j'ai pu été rechercher ce que c'était. Ils ont pas précisé sur Sherdog. Je l'ai dit dans le précédent podcast, mais là, j'avoue que je me souviens plus. Kamaru Usman, lui, c'est 1m83 pour une allonge d'1m93. Donc plus petit en taille, plus grand en allonge. Une grande allonge. Ouais, on le sait de toute façon qu'il fait partie de, si ce n'est peut-être la plus grande allonge de la catégorie. Je sais pas, je m'avance peut-être. Je sais pas, mais une des plus grandes en tout cas. Ouais, c'est une des plus grandes. Et de la même manière, il a aussi 20 victoires, 9 KO, une soumission et 10 décisions. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il faudrait que je revoie le Sherdog, parce que je me demande si j'ai pas... Je vous ai dit, hier j'ai pris mes notes, j'avais pas les yeux en face des trous. Je me demande si c'est pas 10... je pense que c'est plus comme ça. Pour Leon Edwards, c'est plutôt 7 KO, 3 soumissions et 10 décisions. D'accord ? C'est pas 10 soumissions. Ok. Je crois. Parce que je me disais, putain, il est fort au sol. Ouais, non, mais... Je vous l'ai dit. Je vais recentrer tout ça, je vais recentrer le débat. Le week-end a été long, on était en compétition, tout ça. Hier, on a combattu à l'Open d'Île-de-France. J'ai pris mes notes hier soir, j'étais fracassé, très peu de temps de sommeil. Donc voilà, j'ai eu peut-être un petit couac là, mais vous inquiétez pas, sur le reste ça s'entendra pas du tout, vous allez voir, ça a été très carré, très professionnel comme d'habitude. Au niveau de ses défaites, il a un KO, une soumission. Donc la soumission c'était en début de carrière, sur un étranglement arrière. Étranglement arrière, et le KO c'est contre Edwards. Exactement. Voilà, maintenant qu'on a posé les bases, qui n'étaient pas très claires, mais elles étaient là quand même, on va pouvoir repartir, une fois n'est pas coutume, sur la boxe. Et ce qui s'est passé, ce qui a été mis en place, en fait finalement, ce qu'on va voir c'est décortiquer un peu le game plan des deux, sur ce combat-là. Et pour Edwards, on va commencer par lui, on voit tout de suite, ce qu'on ressent tout de suite, c'est une boxe qui est orientée vers la défense de lutte de Usman. Donc, en tout cas sur la défense de lutte de Usman. Je m'exprime peut-être mal, c'est plutôt une boxe qui est orientée sur le fait de stopper la lutte de Usman, de créer la crainte en fait, à Usman pour pas qu'il puisse descendre comme il le voudrait. Tout d'abord, on a la distance. Bon, la distance qui est imposée aussi par le fait qu'il soit engauché, tout simplement. Donc on l'a dit sur le combat justement John Jones contre Gane, sur John Jones qui se met souvent dans la garde opposée à l'adversaire parce que justement il maximise son allonge, mais c'est aussi bon quand on veut défendre en lutte, parce que plus on est loin de son adversaire, vu qu'on est je vais le redire, en garde miroir, donc c'est à dire que mon pied avant est face au pied avant de l'adversaire, donc ça c'est valable quand on est en garde inversée, c'est à dire pied gauche face à pied droit ou inversement, ce qui fait que forcément on a une distance qui est plus longue. Parce qu'on a, il faut passer la garde de chacun. Quand on est dans la même garde, on est en garde emboîtée, ce qui fait que mon pied avant fait face au pied arrière de l'adversaire et vice-versa. Donc forcément, la distance, elle est beaucoup plus rapprochée. Donc ça déjà, c'est déjà un point positif pour Edwards. Du fait que justement il soit en garde de gaucher, ça lui permet déjà de pouvoir plus venir les amener de Kamaru. Donc même si on verra que c'est quand même un avantage pour Kamaru au sujet de son single snatch, enfin son snatch single leg, qui là s'est donné puisque la jambe elle est devant. Plus que ça, il y a aussi les armes qui sont choisies. Donc on a vu qu'il a mis en place des oblique kicks. Ça c'est toujours dans cet objectif d'être en garde miroir, ça passe très très bien, parce que la jambe elle est juste devant, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Il y avait des low kicks intérieurs. Les low kicks intérieurs, on l'a dit, les low kicks intérieurs, quand on est face à un lutteur, c'est une arme qui est intéressante parce qu'elle est plus difficile, c'est plus difficile à saisir. À saisir, oui, tu as un low kick extérieur. Ouais. Exactement. D'ailleurs, c'est marrant parce que, je vais le dire tout de suite, comme ça vous choquera pas, quand j'ai revu ce combat, là j'ai revu le combat d'Edwards contre Usman, je l'ai revu peut-être 4 ou 5 fois, si c'est pas plus, pour faire ce podcast. À chaque fois je me disais, mais en vrai, sur le combat de Gane versus versus Jones, finalement le blueprint il était là, tu vois, parce que très clairement ce qui s'est passé, il y a plein de phases dans le combat
Mais maintenant, c'est facile à dire parce qu'on a le recul et on voit les deux combats. Hein. Mais il y a plein de phases dans le combat Edwards contre Ousmane 2 qui sont similaires à ce qui s'est passé en fait dans le combat de Gane. Et donc, dans les ajustements à faire, dans le travail à faire, on peut déjà avoir un chemin tout tracé là, avec ce qui a été proposé par Leon Edwards. Déjà. Ouais, parce qu'Edwards, on peut le dire, il a toujours fait le bon choix quasiment. Oui, je suis d'accord. Et donc, et pourquoi j'ai parlé de ça maintenant? Parce que le low kick intérieur, on le sait, contre un lutteur, donc on l'a dit, c'est une arme de choix. Et elle a été complètement annihilée par Jon Jones avec cette fameuse frappe dans les parties qu'il a exagérée par expérience pour que justement Gane n'ose plus ensuite rentrer avec ce low kick intérieur de peur de prendre une pénalité et d'être en retard sur le score. Donc ça c'était très intelligent de la part de Jones. Ousmane ne l'a pas fait. Peut-être que il le fera sur le prochain combat, on ne sait pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on l'a vu, le low kick intérieur, ça marche et ça permet justement d'éviter d'être saisi. Parce que sur les low kicks extérieurs, on l'a vu Jon Jones, à chaque fois qu'il venait saisir et envoyer sa droite. Il envoyait la droite. Voilà, les deux fois, enfin à chaque fois, les deux fois où c'est arrivé, deux low kicks extérieurs, il venait saisir, il rentrait, en fait, il acceptait le low kick pour envoyer sa droite derrière. Autre chose qu'il a mis en place, ce sont ses genoux, surtout son genou de la jambe arrière. Ça, sur magnifique. Les entrées, sur toutes les entrées de Ousmane, il y avait le genou. Ouais. Et c'est intelligent parce qu'on en a parlé il y a 2 secondes, le snatch single. Donc le snatch single, on reviendra dessus sur la partie lutte, mais là, pour la mise en lumière de l'efficacité du genou, c'est bien d'en parler maintenant. C'est que quand on fait un snatch single, en fait, on se penche en avant, on en avait déjà parlé plusieurs fois dans les podcasts, pour venir saisir la jambe qui est devant nous et la tracter directement. Donc ça veut dire qu'on ne shoot pas dans les jambes, ça veut dire qu'on prend peu de risques, entre guillemets, et ça veut dire que même en termes d'énergie, c'est très peu énergivore. Donc quand je dis peu de risques, c'est des risques de rater son amenée, tu sais, et de se retrouver dans une situation. Ouais. Donc, sauf que le truc, c'est que si c'est lu, si c'est timé, en fait, le genou, il peut monter parfaitement et venir choper la mâchoire de l'adversaire. Donc le choix de Edwards de travailler avec ce genou arrière qui monte à chaque fois en fait que Ousmane avance sur lui, c'était très très intelligent. Donc on le rappelle, contre un lutteur, une arme qui vient du bas vers le haut, c'est une arme qui est comment dire, qui va à l'encontre, qui le freine en fait, qui le freine, qui va à l'encontre en fait de ce que le lutteur veut faire, c'est-à-dire d'aller du haut vers le bas pour aller shooter dans les jambes. Donc voilà, c'est un peu une arme qui va venir en opposition et qui va profiter de l'énergie du lutteur, c'est-à-dire du fait qu'il fasse de la marche avant, c'est-à-dire qu'il vienne essayer de shooter dans les jambes, donc il donne une impulsion, donc sa vitesse à lui, plus la vitesse de frappe et l'impact de frappe qui est donné en fait du bas vers le haut, ce qui fait que c'est 2 trains qui se rencontrent, quoi. Ils s'empalent dessus. Exactement. Et déjà c'est une arme préventive, parce que le fait de savoir que l'adversaire fait ça, le mec a plus de crainte de rentrer, et s'il rentre, il le prend. Voilà. Donc ça a deux actions. Et la dernière arme qui a été mise en place aussi dans ce cadre-là, parce qu'il y a les armes pour la lutte, et puis il y a les armes qu'il a mis aussi pour venir, pour striker et profiter des failles d'Ousmane. La dernière arme qu'il a mis en place, c'est le front kick. Voilà, pareil, le front kick, c'est l'avantage, c'est que voilà, il part du bas, c'est central, mais tu dois monter le genou vers l'avant pour ensuite kicker en poussant ton adversaire ou en shootant, ça dépend si tu le mets un front kick offensif ou défensif, quand tu viens repousser ton adversaire, ou quand tu viens type Mike Guerry par exemple, avec la jambe avant. Là, c'était pas le cas, c'était vraiment un front kick offensif, mais de la jambe arrière, où il venait, c'était pur kickboxing, pur box taille, vraiment pour le coup, il venait percuter justement Ousmane. On voyait qu'il voulait vraiment travailler au corps aussi pour le fatiguer. Pour le fatiguer, oui. On sait qu'Ousmane, il est résistant en termes de cardio, donc aussi venir faire le choix de mettre des genoux au corps et de mettre des front kicks, ça coupe la respiration. Et c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, on n'est plus dans le combat. Et qu'on n'a plus l'énergie aussi pour continuer à avancer, c'est quand on se fait couper. Les frappes à la tête, c'est bien, mais savoir boxer au corps, c'est même mieux, on va dire. Frapper à la tête, c'est facile, mais la cible, elle est petite, on peut esquiver. On peut mettre un KO, c'est possible. Par contre, si on veut saper un adversaire, c'est les frappes au corps. Alors, on a les low kicks, effectivement, qui peuvent casser les appuis et donc empêcher l'adversaire de venir et de prendre des appuis. Parce que la force de frappe, elle vient des jambes. Si on casse les appuis d'une personne, dans sa boxe ou même dans sa lutte, il aura plus de mal à venir et à imposer de la puissance dans sa frappe ou de la puissance dans le shoot en lutte. Mais par contre, les frappes au corps, que ça soit à l'estomac, que ça soit au foie,
Enfin, voilà, toutes ces frappes-là, ça vient et ça te coupe le plexus, ça te coupe. Et le truc, c'est que pour tous ceux qui ont déjà subi un KO au foie, vous vous rendez compte que quand ça vient, c'est fini. C'est-à-dire que tu prends le truc. Voilà, en plus, ça vient un peu à retardement. Tu comprends pas tout de suite parce que tu prends le coup, tu veux repartir, et là, plus d'énergie, plus rien. Tu sais, ta jauge, elle s'est vidée d'un coup, comme dans les jeux vidéo. Tu vois la barre verte, il t'a mis le coup, tu penses que tu peux y aller, mais en fait, ta jauge, elle devient rouge d'un coup, et hop, tu plies. Et position fétale et t'attends. Position fétale. Position latérale de sécurité. C'est ça. Et t'attends que ça se passe. Non, mais tu mets du temps à t'en remettre. Enfin, quand je dis tu mets du temps, tu mets pas plusieurs jours, mais en tout cas, c'est une chose est sûre, c'est que tu peux pas reprendre le combat tout de suite. Hein. Donc c'est pour ça que les frappes au foie, ceux qui sont forts là-dedans, il faut pas hésiter à les mettre en place. Un qui est très fort, un Français qui est très fort là-dedans et qu'on connaît bien, hein, c'est Malik Sylla. Hein. Malik Sylla, les frappes au foie, qui est-ce qu'il est doué là-dedans? C'est vraiment son arme. Vous êtes ici, tu sais. Il a le petit point rouge. Le foie est ici, tu sais, il le voit, il voit à travers. Il a les IRN dans les yeux, celui-là. Donc voilà, c'est vraiment fort. Je lui fais un big up parce qu'en plus, il a eu sa ceinture marron hier. Donc bravo à lui, ceinture marron de jiu-jitsu brésilien. Ensuite, il a mis d'autres armes en place qui ont été très efficaces. Et il y avait le jab aussi au corps. Hein. Il y avait le jab au corps, effectivement. Plusieurs il y avait fois. Le jab au corps. J'en ai parlé plus tard en plus, ouais. Effectivement, t'as raison. Le jab au corps, il a vraiment fait mal plusieurs fois. Et ça, c'est pareil, parce que quand le mec descend pour shooter, si tu jabs, en fait, le jab au corps devient un jab au visage. Et en plus, souvent, l'erreur quand on vient shooter, c'est qu'on ne se protège pas le visage. Donc là tu t'empales dessus encore plus, quoi. Ouais. Donc ouais, ça, le jab au corps contre un lutteur, c'est un jab d'arrêt, quoi. Si le mec descend, tu vas le stopper, quoi. Tu vas le stopper carrément. Donc ça, c'était pour les phases de lutte. Maintenant, pour les phases offensives, où vraiment il a cherché à créer du dégât. Enfin, offensive et défensive, mais pour créer du dégât, on l'a vu, là, c'était plutôt sur des lignes courbes, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que c'était crochet du bras avant, et aussi des middle, enfin middle, high kick, low kick, il y avait tout ça, toutes les armes circulaires. L'high kick, on l'a vu de toute façon, c'est ça qui a mis le point final au combat, mais c'était déjà prévu. Il faut savoir que Ousmane, il a une défense en ligne directe qui est pas mauvaise, parce qu'il a des bons mouvements de buste, il a un bon mouvement de tête, il bloque bien, il a de la longe, donc il peut venir stopper les frappes de l'adversaire à distance. Mais par contre, quand il s'agit de crochet, et ça on en a souvent parlé, notamment quand on faisait les analyses contre Colby Covington, et même contre Burns. Hein. Même contre Burns, c'est ce que j'allais dire, ouais. C'est là où il se fait sonner, hein. C'est sur le crochet. Donc ça a été très bien lu par le camp Edwards, qui a beaucoup travaillé là-dessus, mais qu'on l'a dit, que ce soit d'un point de vue offensif ou d'un point de vue défensif. C'est ça. En fait, le Tchekouk, il le met dans plusieurs situations. Il le met en contre, notamment sur les low kicks de Ousmane. Oui. À chaque fois, il bloque et il met il bloque ou pas, mais en tout cas, il met le crochet. Ouais. Et à chaque fois, il le prend. Ou alors, il le met en initiant. C'est-à-dire qu'il rentre avec sa droite et il met son crochet du gauche. Exactement. Et ça marche plutôt bien. Parce qu'il y a un moment où il fait vaciller, c'est un grand mot, hein. Il fait vaciller Ousmane, mais on sent qu'il le prend avec une grosse percussion. Il le prend plein pot. Après, c'est pas un puncher, Edward. Hein. Il y a ça aussi. Juste avec ses jambes. Ouais, avec les jambes, tout le monde, hein, quasiment. Enfin, je veux dire, un high kick, c'est un high kick, tu vois. Non, un high kick, c'est un high kick, mais ouais. Mais bon, tu sens quand même que niveau jambes, en fait, on l'a déjà dit par le passé dans d'autres podcasts. Écoutez les autres podcasts. Pourquoi on fait des nouveaux podcasts? Écoutez les autres podcasts en vrai. On a tout dit déjà. Souvent, on est puissant avec les poings ou avec les jambes. Rarement avec les deux. D'accord? Donc là, on sait qu'Edwards frappe beaucoup plus fort avec les jambes qu'avec les poings. Il y a des gens qui vont envoyer des jambes, mais on va pas sentir vraiment l'impact. Là, il y a un autre combat qui aura sur cette carte. Fiziev, quand il envoie les jambes, on sent qu'il y a un impact qui est fort. Ah oui. Qu'il soit à l'Apex ou ailleurs, qu'il y ait du public ou pas, on l'entend claquer, le middle kick. Donc, parce que leur point commun aussi, c'est la technique. C'est que les deux sont des gros techniciens, ils le maîtrisent parfaitement, le kick. Exactement. Donc c'est pour ça. Et quand on a effectivement technique, timing et puissance, bah forcément ça fait des dégâts. Avec les points, il va toucher beaucoup, il va être super précis, mais c'est vrai qu'il n'a pas le KO punch, d'accord, et ça sera plus du volume pour Monsieur Edwards. Comment dire, durant les phases de clinch, c'est là où il a sorti aussi un peu plus les coudes. On sent, tu sais, à chaque fois qu'il feinte avec les coudes, et il les a sortis pendant les phases de clinch. Et là où c'était intelligent, encore une fois, c'est qu'il a beaucoup lancé de coups de façon Muay Thai, tu sais, où tu viens
où tu viens avancer ton coude. Vivement qu'on filme, hein, vivement que Rolly achète son adaptateur pour qu'on puisse se filmer. Je le balance. Donc avec son coude, il venait donc avec le coude de face comme ça, c'est-à-dire pas circulaire mais plutôt droit, c'est-à-dire perpendiculaire au sol. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand le mec rentre, lui, c'est comme si vous étiez en garde et en fait il avance un peu son bras, quoi. C'est ça. Ce qui permet en fait d'empaler l'adversaire dessus, quoi. Tout simplement. Donc on en a parlé de ce coup de coude sur Islam Makhachev contre Volkanovski, où Makhachev commence à l'utiliser à un moment quand Volkanovski, à force de rentrer en dessous, parce que forcément il est plus petit, le fait de faire ça, c'est pareil, c'est le coude est plus bas. Donc forcément, contre un lutteur, c'est pareil. Si le coude il est plus bas, bah forcément tu vas le choper. C'est encore une arme qui va finalement de bas en haut. Donc tu peux le choper à ce niveau-là. C'est encore une fois, dans le game plan, c'était très intéressant de mettre ça en place. On sent vraiment que tout a été étudié, que toutes les failles d'Ousmane ont été analysées pour faire un combat intelligent. On a vu que du côté de Leon Edwards, il y avait un fight IQ qui était vraiment très, très bon, quoi. Il était prêt, il était plus que prêt. Ouais. En termes de frappe significative, il y a très peu de déchets. Chez Monsieur Edwards, on voit qu'il fait beaucoup de feintes. Là-dessus, voilà, il fait des feintes, mais quand il décide de vraiment passer à l'action, c'est pour toucher. Les feintes, c'est pour voir les réactions. En fait, finalement, c'est pour voir comment Ousmane va réagir, comment il va faire son mouvement de buste. Est-ce qu'il va reculer en ligne? Est-ce qu'il va partir en circulaire? Tout ça, c'est analysé par Edwards qui, méthodiquement, en fait, continue, étudie et déroule son combat, en fait, tout simplement en imposant les armes. Bah déjà, il y avait la feinte constante de sa jambe. Oui. T'as l'impression qu'elle peut partir à n'importe quel moment. Tu sais, elle bouge tout le temps le petit coup de hanche. En fait, tu sais pas quand elle va partir. Donc il y avait ça, et avec ses poings aussi. Oui. Et la plus belle feinte, de toute façon, c'est celle qu'il a mis à la fin. C'est finalement ce que j'avais dit contre Belal Mohamed quand on avait fait l'analyse du précédent combat. C'est exactement ce qu'il avait fait à Belal Mohamed, et c'est exactement là ce qu'il a fait à Ousmane. Ce truc est magnifique, c'est-à-dire qu'il sait qu'il fait des esquives latérales. Donc, si c'est une esquive latérale, il envoie en ligne directe ses poings, un petit droite-gauche, ce qui va derrière ensuite libérer sa jambe arrière, donc sa jambe gauche, puisque quand tu envoies la droite et la gauche, l'adversaire, donc quand on envoie la gauche, il va venir sortir à l'extérieur de ton bras, pas à l'intérieur. Ouais. Donc, parce que on sait jamais, tu vois, si c'est la logique, en tout cas, tu sors à l'extérieur, c'est là où si l'adversaire veut renvoyer un point derrière, en fait, il va croiser les bras. Donc derrière, tu peux pas, c'est plus compliqué que si... Alors, attendez, je vais recentrer l'idée. Si... Moi, je t'ai compris. Toi, tu vois ce que j'ai voulu dire, mais je vais recentrer l'idée. Si j'envoie... admettons, je suis en gaucher, donc j'ai mon point droit devant. J'envoie ma droite, puis ma gauche. Okay, j'envoie le point arrière, qui est le point le plus puissant, en deuxième. Quand je fais l'enchaînement, bon, je peux très bien démarrer avec le point arrière ou quoi que ce soit, mais bon, voilà. Si jamais je viens que je fais droite, gauche et crochet du droit, et que je viens esquiver avec l'esquive justement de buste en me rapprochant du côté droit, du point droit, tu vois. Donc si tu rentres à l'intérieur de la gauche, tu vas t'empaler sur le point. Si tu viens à l'extérieur de ma gauche, forcément, quand il va y avoir le crochet, et ben, tu vas pouvoir en plus, comme tu as armé sur ton esquive de buste, en latéral, tu vas pouvoir armer aussi une esquive rotative, ce qui fait que le crochet, tu vas pouvoir l'esquiver facilement. Si tu viens à l'intérieur, ben là, tu n'as plus d'esquive rotative parce que tu es bloqué, ta hanche elle est bloquée, tu es sur ton appui, tout ton appui il est sur la jambe, il est devenu sur la jambe droite. Donc tu peux pas descendre, c'est pas possible. Il faut que ton appui soit sur la jambe gauche pour que tu puisses faire ton esquive rotative. Si tu es sur la jambe droite, bah là tu n'as plus qu'à encaisser le coup. Nickel. Et voilà, tu vas encaisser le coup et on verra la force de ta mâchoire. Donc la force de ton menton. Donc ça, c'est une esquive qui est logique en boxe, sauf que derrière on peut s'exposer à ce fameux high kick. En fait, si on fait l'esquive latérale et qu'on n'a pas la protection du bouclier, si on n'a pas levé les mains, ce qui arrive très souvent quand on esquive, en général, on s'imagine pas se faire contrer de cette manière-là, et ben le high kick, quand il monte, c'est fini. Ça marche très très bien, et là, ça a bien fonctionné, et c'est une feinte. C'est une feinte qui a permis d'accéder à ce fameux high kick final. Donc on voit... Mais voilà, surtout au 5e round, quoi, où tu es moins vigilant, enfin, tu t'y attends beaucoup moins qu'au début. Exactement.
En termes de défense, on sent que rien n'a été laissé au hasard aussi pour Edwards. Donc tout d'abord les low kicks donc on l'a dit tout à l'heure, les low kicks qui sont checkés systématiquement, les low kicks de Ousmane. Il avait la réponse à chaque fois. C'est ça. Donc toujours avec ce crochet en plus qui l'empêche de venir et d'enchaîner derrière parce qu'il prenait une frappe significative à chaque fois. Donc et quand Ousmane... Vas-y, continue. Non, et quand Ousmane met le collet à la cage, tu sais, quand à force de pression, parce qu'Ousmane c'est quelqu'un qui vient et c'est un prédateur, il vient, il est en forme, il met la pression jusqu'à ce que tu sois à la cage. Donc là, il y avait un gros volume d'anglaise qui arrivait de la part de Ousmane. Et là, on sentait que dans la protection, en fait, il a priorisé de protéger à 100% la tête. La tête. Ouais, c'est vraiment ça. En fait, il a mis une garde Philadelphie un peu. Ouais, c'est ça. C'était vraiment 100% visage de la protection. Il y avait très peu de coups qui passaient. Quelques uppercuts. Oui, j'en parlerai de ça. Quelques uppercuts, ouais. Mais mis à part ça, bon après, Ousmane intelligemment a travaillé au corps. Et je pense que ça l'a bien fatigué, en plus des phases de lutte. Ouais. Donc il y avait ça. Mais bon, c'était un choix. S'ils se sont capables d'encaisser au corps, vaut mieux les prendre au corps qu'à la mâchoire. Très clairement. Il y a un point qui est important dans sa défense. Et en fait, l'arme principale, on l'a assez dit de Ousmane en boxe, c'est son jab. Oui. Il a complètement annihilé son jab. À aucun moment, Ousmane, il impose son jab. Que ce soit avec... soit il désengage, il recule, soit simplement, il vient chasser. Mais il attendait son jab. Il était prêt à le prendre et à le dévier à tout moment. Donc, à aucun moment, Ousmane n'a pu imposer son jab. En fait, ce qu'il y a, c'est que le jab de Ousmane, ce que j'ai remarqué, c'est que quand il le mettait, c'était... alors, effectivement, il était bien pris en charge par Edwards, mais ça lui permettait, en fait, de le pousser à la cage. En fait, son jab lui a permis, il était lourd, il était vers l'avant, mais on sentait qu'il mettait de la puissance. Alors, il n'allait pas le mettre KO avec le jab, il n'allait pas le sonner comme il a fait avec un Burns. Par contre, à chaque fois qu'il le prenait, tu sentais quand même qu'il y avait tu sais, t'avais le buste qui reculait, et en fait, petit à petit, il le collait à la cage en le cadrant et en envoyant ce fameux jab. Ouais. Après, on y reviendra, mais je pense que c'était plus stratégique. Enfin, c'est plus Edwards qui acceptait d'être dos à la cage que Ousmane qui l'y poussait. C'est mon ressenti. Bah, on va en reparler parce que c'est ton ressenti, mais il m'intéresse. Parce que, alors, je me suis fait cette réflexion, mais je veux voir... parce que après, je me suis dit, oui, mais quel intérêt? Parce que derrière, t'as quand même la lutte qui est beaucoup plus efficace d'Ousmane. Bien sûr, et c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur ce qu'il a fait, Edwards. Ouais, c'est pour ça. Il faudra clairement le corriger. Mais après, je pense que c'est une question de cardio, tu vois. Ouais. C'était de l'économie. Mais on y reviendra. Tu m'en parleras parce que ça m'intéresse. Ce sujet m'intéresse. Écoute, ce sera moi, je vais passer côté auditeur d'un coup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la boxe de Monsieur Edwards? Non, c'était franchement, on a vu sa supériorité en boxe. Oui. Ah, tu prends un peu d'avance pour ce combat. Ouais, non mais parce que Ousmane, on l'a assez répété dans les précédents podcasts, c'est un sacré boxeur et il arrive toujours à imposer sa boxe même contre de très bons boxeurs, tu vois. Oui. Mais là, Edwards, même dans la défense, même quand il était acculé, on sentait pas de danger. C'est ça. Pendant les combos de Ousmane, il arrivait toujours à mettre un petit jab, un petit direct, pour lui dire calme-toi, tu vois, je te touche. Dans sa défense, il était hermétique en plus. Très hermétique dans sa défense. Non, franchement, c'est très bon boxeur, c'est Edwards. Ouais. Pour Ousmane, la première des choses que je note, je sais pas si tu notes la même chose, c'est le cadrage. Enfin, franchement, oui. Ouais. C'est une chose, c'est marrant, c'est l'aura, on en parlait avec le combat de Jones, c'est pour ça, c'est là où on voit les similitudes, le mec qui est technique et l'autre qui est plutôt à cadrer, à mettre la pression, à venir et à chercher en fait l'opportunité d'aller imposer sa lutte en fait après derrière. La boxe est au service de la lutte et ça se ressent, tu vois. Même si c'est un excellent boxeur, on sentait qu'il avait à cœur d'aller l'amener au sol, tu sais, surtout après le premier round finalement, où il a vu que derrière... tu sais, quand tu te fais amener au sol et que tu t'es jamais fait amener au sol de ta carrière et que là, il y a quelqu'un qui t'amène pour la première fois, derrière, tu as envie de lui mettre toutes les amener au sol que tu peux dans tout le reste. En plus, c'est même pas qu'il t'amène seulement, c'est qu'il t'amène et il te contrôle. Il te fixe et ouais. Donc, le cadrage. On sentait que Edwards, en fait, petit à petit, voilà, il n'avait pas d'autre choix que d'être dos à la cage. Donc il prenait le centre de la cage à chaque fois, forcément. Et il avançait constamment. Ça, c'est vraiment un truc, c'est qu'il avançait constamment.
L'idée, c'était de l'amener donc, pour aller le coller au clinch, puisque forcément, le coller au clinch, pour lui, c'est sa grande force. C'est là où il est le plus fort, Ousmane. Puisque derrière, après, bon, on sait très bien qu'il a un bon contrôle, qu'il peut frapper intelligemment, qu'il crée du dégât, il envoie des coups de genoux dans les cuisses, ou des coups de genoux dans les fesses. On le sait, je vous l'ai déjà dit, le nerf sciatique, quand c'est ciblé par le coup de genou, tu sais, quand tu mets des coups de genou dans le nerf sciatique, ça fait mal. Et après, derrière, tu le sens dans le reste de ton combat, tu as du mal à te déplacer. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait. Les écrasements d'orteils, ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas vraiment fait. Là, il l'a fait. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas trop lutté. Hein. Oui, c'est ça. Il était resté sur ses KO en mode boxeur. Oui. Il y a ça aussi. Tu sais, le mec, quand tu mets des KO, tu veux mettre que des KO après. Ouais, mais là, il a compris que contre Edwards, c'était ça allait être compliqué. Ouais. Mais c'est intelligent de sa part. C'est justement, tu vois, de savoir se dire, bah, aujourd'hui, ma boxe, je vais la laisser de côté, entre guillemets, ou je vais la mettre au service d'autre chose, quoi. Ouais, c'est clair. Par contre, on l'avait dit, ça fait un moment que qu'on le voit, c'est que la palette de coups proposés par Ousmane, elle est de plus en plus variée, notamment avec les jambes. Donc, c'est plus qu'un boxeur qui vient et qui envoie son jab, et qui maximise son jab, et derrière, qui peut envoyer une grosse droite, comme il l'a fait à Masvidal. Mais là, on sent que derrière, le low kick est très puissant, et le high kick aussi s'y monte à la perfection. Franchement, il a un sacré high kick, Ousmane. Hein. Mm-hmm. Là, on l'a vu dans ce combat-là. Alors, toujours bien géré par Edwards, mais quand même, tu vois, le KO que Edwards a infligé à Ousmane, on aurait très bien pu voir l'inverse. Parce que franchement, il monte avec puissance, et c'est très propre. Au moment où, justement, où tu vois Edwards qui vient presque à la cage, boum, t'as le high kick qui sort, quoi. Et le fait qu'il envoie, alors par contre, la palette elle est plus variée, mais elle est quand même limitée, c'est-à-dire que c'est sa jambe arrière qu'il envoie à chaque fois. Oui. Donc c'est soit low kick, soit high kick. Maintenant, voilà, il envoie plus de low kick que de high kick, c'est normal, c'est moins énergivore, mais tu peux être feinté comme ça, tu vois. Tu peux feinter en pensant que tu vas encore reprendre un low kick, et puis derrière ça monte. Parce que ça montait, franchement, ça montait bien droit, quoi. Tu sentais que c'était pas poussif. Il y en a certains, ils envoient des high kicks, c'est poussif. Là, tu sens que ça montait à la perfection, quoi. Donc bravo pour ça, pour la variété dans ses armes. Hein. Par contre, son anglaise, c'est toujours là qu'il est le plus efficace, en fait. Avec son jab. Son jab, c'est vraiment son arme de prédilection. Ouais, bah déjà 1m93, donc quand il tend le bras, c'est compliqué. Hein. Et c'est vrai qu'il a été bien géré par Edwards, mais je l'ai trouvé encore plus violent que d'habitude. Tu vois, le jab. Ah ouais ? Bah moi non. Ah, il y a eu des phases. Moi je l'ai pas trouvé plus. Bah vas-y. Non, je l'ai pas trouvé plus violent que d'habitude, au contraire. Bah, en fait, quand je dis plus violent, c'est pas dans le dégât qui crée, parce qu'en fait les autres, tu vois, tu sens que ça martèle le visage et tout ça, mais c'est dans l'intention. En fait, sur ce combat-là, comme en plus ils ont un bif l'un contre l'autre, ils s'aiment pas. On sentait que dans l'intention, dans son jab, il mettait toute sa vie. C'est-à-dire que vraiment, tu sais, on en a déjà parlé, tu as plusieurs types de jab. Tu as le jab qui va juste prendre la distance. Tu as le jab d'arrêt, donc où le mec il avance sur toi et tu vas le jabber, mais tu vas pas forcément avancer, tu vois, où tu vas rester sur place. Et puis tu as le jab où tu vas chercher ton adversaire. C'est-à-dire que tu vas venir, tu vas créer une impulsion avec ta jambe arrière, en même temps, tu vas avancer, et puis tu vas donner de ton corps, tu vas engager un peu plus avec ton jab pour le marteler. C'est le jab que fait Cyril Gane, par exemple. Et là, tu sentais que quand ça arrivait à la cage, tu sentais vraiment qu'il avait envie, quand il avait plus d'autre choix, qu'il ne pouvait plus reculer parce qu'il était dos à la cage. C'était dans ces moments-là où tu sentais que, tu vois, il envoyait son jab très fort. En fait, c'était comme si le jab était le coup de marteau qui allait le fixer une dernière fois à la cage avant qu'il puisse commencer à envoyer après la multitude de frappes. En fait, directement quand... Ouais, parce que c'est ce qu'il a fait, hein. C'était sur des combos qu'il travaillait à la cage. Hein. Ouais, c'était propre. Franchement, c'est propre. Il trouvait les ouvertures, il trouvait les opportunités. Après, les ouvertures, forcément, elles étaient laissées par la garde d'Edwards qui ne couvrait pas le corps. Mais il faisait exactement ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que c'était corps-tête, tête-corps. Franchement, en boxe, c'est ce qu'on dit souvent. Corps-tête, tête-corps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu joues avec la garde de ton adversaire. Quand tu viens frapper au corps, surtout avec des crochets, ça t'use. Tu viens, donc tu baisses, tu essaies de te protéger au bout d'un moment, donc tu libères, en fait quand tu baisses le coude pour protéger le corps, forcément tu libères de la protection, enfin de l'espace à la tête qui peut être exploité. Et le fait d'envoyer ces crochets, ça j'adore en plus ces enchaînements là, où tu envoies les crochets qui peuvent permettre de remonter en crochet derrière.
Tu sais, c'est vraiment en plus les vieux enchaînements de boxe anglaise, tu sais, où t'es vraiment sur la continuité. En fait, tu fais un S, tu sais, c'est vraiment le signe de l'infini, tu sais, où t'envoies tes vagues, tu vois. Tu viens, crochet au corps, tu remontes à la tête, crochet au corps, tu remontes à la tête. Et ça marche bien. Sauf que Edwards, lui, il acceptait les frappes au corps. Donc, intelligemment, ce que faisait Ousmane, c'est qu'il remontait avec l'uppercut. Étant donné que il y avait la garde, tu l'as dit, hein, un peu Philly, tu vois, qui était imposée par Edwards, mais pas toujours. Et souvent, non, pas toujours. Et c'est quand, en fait, il était en garde classique, où il mettait les 2 poings collés au front et les coudes serrés, où là, on avait Ousmane qui remontait sur l'uppercut. Et il passait bien, hein. Il passait vraiment très bien. C'est d'ailleurs quand il prenait l'uppercut en général qu'il décidait de sortir. Et ça montre bien qu'il était capable de sortir avant. Tu vois, maintenant que je le dis, là, maintenant qu'on discute, je me dis, en fait, il avait la possibilité de sortir. Et dans l'approche, on en parlera tout à l'heure dans les à côté, dans le game plan, je me demande si tout ça, c'était pas, et tu l'as dit toi-même, peut-être aussi, il l'acceptait, tu sais, dans son game plan, mais c'était volontaire, tout ça, en fait. Ouais, je pense que c'était volontaire. Parce que pas trop de danger, en fait, finalement. C'était bien géré. Non, bon, à part l'uppercut, comme tu dis, après l'uppercut, c'est jamais bon, hein. Parce que rien nous dit qu'il ne pouvait pas tomber KO sur l'uppercut. Hein. Parce qu'il il a un bon menton, mais il n'a pas un menton extraordinaire non plus, Edwards. On l'a déjà vu vaciller, tu vois. Oui. Et on sait que Ousmane, il frappe très fort. Ouais. Donc c'était quand même un risque à prendre. Ouais, il frappe très fort. Mais c'est surtout aussi le truc, c'est que quand tu prends l'uppercut dans la garde, en fait, ça brise ta garde. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'uppercut, il est suivi du crochet derrière. Tu vois? Et même si l'uppercut, il te sèche pas, même si tu tombes pas KO sur l'uppercut, derrière, tu as le crochet qui va venir. Et en plus, encore une fois, quand on est sur des coups circulaires de cette manière, parce que même, on va dire que l'uppercut, finalement, un crochet ou un uppercut, on est à peu près sur la même... Toi, tu rigoles parce que tu es en train de me voir. Parce que tu es en pleine séance de shadow. Exactement, je suis en shadow, vivement qu'on filme là, que vous puissiez me voir aussi faire du shadow devant la caméra. Mais ce que je veux dire par là, c'est que t'as ce... Comment dire, tu armes leur sort à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Tu viens, tu prends un puits, tu es ancré dans le sol et tu remontes. Et derrière, en fait, comme tu es remonté sur ta frappe et que tu as ancré, en fait, t'as créé la rotation, tu vois ce que je veux dire, du bassin. En fait, c'est le ressort que tu as tendu qui demande qu'à être détendu, en fait, avec le crochet. Tu vois. Et donc, forcément, quand tu as brisé la garde avec ton uppercut du bras arrière, ton bras avant, il peut revenir. Et puis après, donc là, tu as fini de briser la garde de ton adversaire. Et tout ce que tu vas envoyer derrière, tu sais qu'il y a 2-3 coups qui vont passer. Et c'est là où tu peux commencer à sonner. C'est-à-dire que ça vient d'en dessous, sur le côté. En plus, tu sais, quand tu prends le crochet, tu rentres le menton. Tu sais, forcément, tu rentres dans l'épaule. Tu rentres le menton à la poitrine et tu te couvres avec ton épaule. Tu vois, comme ça, tu vas venir et en fait, tu vas éviter que le crochet vienne frapper la mâchoire. Le menton, ouais. Exactement. Parce que si tu frappes la mâchoire, forcément, c'est là où tu as le plus de chances de choper le KO. Mais quand tu as pris l'uppercut avant, forcément, ton menton... T'as le menton à la fenêtre. Exactement. Donc derrière, boum. En fait, ta défense, même au niveau de ton gainage du coup, il est plus bon. Donc quand tu prends le crochet derrière, boum, c'est là où tu vas créer le petit coup électrisant, en fait, qui peut faire tomber l'adversaire. Donc voilà, quoi. C'est bien fait, c'est très bien fait. Et ce qui était intelligent, c'est qu'il attendait que la garde d'Edwards soit sur une garde plus classique, plutôt que la garde Philly où t'es en perpendiculaire, en fait, avec le point qui est au visage et l'autre point, en fait, qui vient couvrir le corps un petit peu, quoi. C'est la garde de... Sauf que là, il mettait tout au visage. Ouais, c'est la garde de Poirier. Bah, voilà, si vous voyez Poirier, voilà, c'est la garde de Poirier qui l'utilise énormément contre Max Holloway. Ouais, exactement. En termes de défense, je l'ai trouvé plus... comment dire? Moi, je l'ai trouvé moins bon que d'habitude. Plus poreuse, ouais, que celle de Edwards. Ouais. C'est vraiment ça. On sentait qu'il prenait beaucoup plus de coups. Bah, en fait, sur chacune des frappes de Edwards, il apprend quasiment. Ouais. En fait, c'est déjà... Déjà, sur chacune des initiatives d'Edwards, il prend. Quand Edwards décide d'avancer, il prend. Et même, je te dis, entre ces combos, il y a toujours une frappe d'Edwards qui passe tranquille. C'est ça. Donc c'est ça, on avait vu, on en avait parlé déjà bien avant, on en a parlé tout à l'heure, effectivement, dès que c'est des coups circulaires, ça passe. Et là, le fait qu'Edwards, il ait vraiment axé son game plan là-dessus,
bah, on sent que ça touche à chaque fois, quoi. Donc c'est con à dire parce que il le sait, je pense, Ousmane, qu'il a cette faille-là, qu'il prend beaucoup de coups. Je pense qu'il a confiance en sa mâchoire aussi. Est-ce que là, après un KO, parce qu'il n'avait jamais pris de KO, est-ce que là, après avoir pris son premier KO, est-ce que ça va changer les choses? Est-ce qu'il va corriger les choses? Parce que en fait, finalement, tant que ça marche, tu dis, je m'en fous, je prends un coup, mais c'est pas grave, tu vois. Mais là, est-ce qu'il va vraiment changer les choses? Et est-ce qu'il peut changer les choses? Parce que le problème, c'est que quand on a l'habitude depuis des années, voire depuis toujours, de faire les mêmes erreurs, d'être dans le même paradigme, de retirer l'ancrage pour en créer un nouveau, c'est très compliqué, ça demande beaucoup de temps. Est-ce que le temps sera suffisant là pour Ousmane pour corriger ces choses-là? Parce que Edwards, il continuera en fait à exploiter cette faille. Il va continuer à l'exploiter. Bah, c'est sûr. Donc, il aurait tort de s'en priver. Donc ouais. Donc on va voir, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que soit c'est la garde de Ousmane qui était plus poreuse, soit c'est Edwards qui était techniquement assez fort et dans le timing assez fort, parce que tout était bien timé, pour venir en fait maximiser, on va dire, la faille qu'il y a dans la garde de Ousmane. Ouais. On le saura ce week-end. Est-ce que tu as quelque chose... L'avantage en boxe? Edwards. Ouais. On est d'accord. On est d'accord. Mais tu vois, avant de voir cette revanche-là, j'étais pas sûr que Edwards puisse dominer aussi facilement en boxe. Parce que pour moi, il était facile en boxe. Hein. Quand tu revois le combat, ouais. J'invite les gens à revoir le combat si vous l'avez pas. Quand tu revois le combat, il est facile en boxe. Hein. Ce qui le fait chier, bon, c'est qu'il doit forcément défendre la lutte. Mais en boxe pure, il est facile. Hein. Oui. Et je pensais que Ousmane allait plus le faire chier. Non, mais encore une fois, c'est parce que Edwards, il est sous-estimé, tu sais. Ouais, et moi aussi, je le sous-estimais. Mais même encore aujourd'hui, il est sous-estimé. Parce que le mec à la ceinture, il a mis KO Ousmane. Mais pour tout le monde, et pour nous les premiers avant, enfin on en avait parlé, avant à chaud, on va dire, avant de revoir les combats plusieurs fois, pour nous, il n'y avait pas photo. Alors je dis pas, là on dit pas encore qui pour nous va gagner ou perdre, hein, mais pour nous il n'y avait pas photo. C'est-à-dire que au vu du 2, 3, 4 et début de 5e round, on s'est dit mais Ousmane il va lui rouler dessus. Il a fait une erreur, c'est une erreur de parcours. Ça arrive hein, de prendre un KO comme ça peut arriver à n'importe qui, hein, comme une soumission, ça peut arriver. Mais là, pour le coup, à la relecture, c'est moins clair que ça. C'est beaucoup moins clair que ça. Passons à la lutte. Edwards. Donc, déjà, bravo à lui. C'est le premier à avoir infligé un takedown à Kamaru Usman. Ouais. Donc, et c'est pas par accident. C'est pas genre, il a glissé. Non. C'est vraiment... pas une glissade. Voilà. Même si tout le monde glisse dans le MMA, là, c'est pas une glissade. Il va falloir changer les bâches. Hein. Non, là c'était bien amené, c'est-à-dire que en fait il a comment dire, sur une phase de clinch à la cage, il a réussi à mettre le double under, il est monté très haut sur le contrôle. Donc il faut savoir que quand vous arrivez à placer les deux bras sous les aisselles, le double under en fait c'est qu'on place les deux bras sous les aisselles et on vient ceinturer derrière dans le dos. Il y a que deux positions, la on et la off. Non, je rigole. Non, il y a deux positions et tout ce qui se passe au milieu vous oubliez, c'est-à-dire que soit vous êtes sous les aisselles et vous montez très haut. Pour isoler les bras de l'adversaire, en fait, un peu comme un pantin, en fait, c'est vous qui le gérez. Soit vous descendez très bas, c'est-à-dire au niveau des hanches ou en dessous des fesses. Lombaires, ouais. Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment ça. Entre les deux, ça sert à rien. D'accord? Parce que d'une part, il n'y a pas d'action sur les deux choses qu'on doit contrôler, c'est-à-dire au niveau du haut du corps, c'est, on va dire, cervical, épaule, ou au niveau du bas du corps, c'est les hanches. Donc entre les deux. Ouais, si vous êtes au milieu du dos, le mec va simplement reculer les fesses. Et rentrer un bras à l'intérieur, il va créer l'espace nécessaire et puis fin de l'histoire. C'est ça, c'est que quand vous êtes au milieu, exactement, vous n'avez pas d'action pour le garder collé à vous, donc c'est facile de prendre de la distance. Et en plus de ça, comme vous êtes plus bas au niveau des bras, et il a la possibilité de faire un moulinet pour re-rentrer les bras à l'intérieur. Chose qui n'est pas possible quand les bras ils sont sous les aisselles, où là, le coude, hein, de toute façon, l'épaule va venir bloquer à un moment, donc on ne peut plus rentrer. Il va falloir actionner. C'est compliqué. En fait, en général, quand c'est vraiment très haut, on va venir casser. C'est-à-dire qu'on va plutôt reculer les coudes et venir casser la saisie du doigt derrière. Enfin, en tout cas, la saisie des mains, plutôt que d'essayer de rentrer un underhook tout de suite. En fait, votre priorité, quand vous avez les deux bras sous les aisselles et que c'est monté très haut, c'est plutôt de venir et de
de gonfler le dos, en fait, de reculer, en fait, et de coller vos omoplates l'une contre l'autre, de reculer vos bras et de venir chercher devant la ligne de coude, c'est-à-dire au niveau des avant-bras de l'adversaire. Et quand vous allez refermer, en fait, tout simplement vos deux mains l'une vers l'autre, en fait, tout simplement, vous allez essayer de remettre les deux bras de votre adversaire collés l'un à l'autre, et vous allez gonfler le dos au même moment, ce qui va faire lâcher... Pour faire lâcher la saisie. La saisie, et là, une fois que la saisie elle est lâchée, vous avez la possibilité de re-rentrer les bras sous les aisselles et de revenir sur le travail de pouce-pouce, en fait, qu'on appelle en lutte, hein, le pouce-pouce quand on rentre un bras en dessus, un bras en dessous. Donc voilà. Donc c'était fait, c'était bien fait, il est bien monté, et derrière, il a juste soulevé le centre de gravité, en fait, de Ousmane, pour venir, parce qu'il est plus grand. Là, il a bénéficié en fait de sa taille, de son avantage de taille. On rappelle 1m83 contre 1m88. Donc forcément, en fait, quand il l'a soulevé, Ousmane, ça a soulevé son centre de gravité, ça a décollé un peu ses pieds du sol, entre guillemets. Et là, il est venu crocheter de l'extérieur vers l'intérieur. Par l'extérieur, ouais. Ouais. Et l'avantage de cette amenée, c'est que tu tombes tout de suite en position montée, quoi. Donc ça, c'est l'idéal. Ce qui est intéressant, c'est que on peut noter la volonté de Edwards d'amener au sol. Parce qu'il l'a déjà tenté avant. Au début du round, il le tente, il se foire. Il le tente sur un fauchage type Muay Thai, tu sais, au clinch où il vient faucher. Ouais. Après, il prend le front headlock et il y a un contre de Ousmane. Et on le voit même dans les rounds d'après. Au deuxième round, il shoot dans les jambes. Oui, il y a une fois, il shoot dans les jambes. Il part de loin même. Il part de loin, ouais. C'est facile à lire. C'est facile à lire. C'était compliqué. Et en plus, amener Kamaru sur ce type d'amener, on l'a vu, hein, son sprawl, la puissance qu'il a dans les hanches, quand il avance les hanches, oui. tu bouges plus. C'est fini. C'est pas la bonne chose à faire. Par contre, le type d'amener de debout, en fait, du clinch, c'était super intéressant. Le petit crochetage dont tu parles, il le fait aussi d'un clinch. Hein. Il le fait d'un clinch en over-under. Parce en fait, quand il est dans les phases de clinch, il est souvent en over-under. C'est-à-dire un bras au-dessus, un bras en dessous. Le bras au-dessus, il vient peser avec tout son corps, avec l'épaule et tout ça, il vient peser sur le bras. Et le bras en dessous, ça permet en fait de faire en sorte que son adversaire ne vienne pas descendre trop bas, justement, pour venir après chercher au niveau des hanches et venir l'amener. Donc ça, il le fait vraiment très bien. Et ce petit crochetage qu'il fait là, ce petit fauchage qu'il fait, et pour venir chercher le front headlock derrière, c'est super, c'est très beau, techniquement c'est très beau. En fait, il vient chasser le pied de Kamaru Ousmane qui donc est emporté vers l'avant, puisqu'il appuie ses deux appuis, en fait il lui supprime un appui. C'est un déséquilibre, hein, déséquilibre vers l'avant. Ce que fait un Makhachev aussi. Et là, en fait, tout de suite, il vient chercher le front headlock pour essayer de le sprawler directement. Malheureusement, pour lui, c'est que Ousmane, il connaît ça par cœur. Donc, cette position, c'est compliqué. Hein. Ouais, donc il s'est juste décalé un petit peu, il l'a poussé, et c'est Edwards qui est tombé sur les fesses, en fait. Ouais. Et qui a accepté la garde après derrière. On reste là-dessus, on s'arrête là, parce qu'il y aura la phase au sol après. Mais en tout cas, c'était facilement géré par Ousmane. Mais on a vu quand même que dans les phases d'attaque, Edwards a beaucoup choisi les fauchages et les petits balayages. Et je trouve ça intelligent, parce que encore une fois, c'est des choses où on ne prend pas de gros risques. Ça marche ou ça marche pas. En même temps, ça fait chier, parce que quand tu prends un petit fauchage comme ça, en même temps, ça frappe dans ton tibia. Enfin, tu vois, ça crée aussi un peu de dégâts. Là où, quand tu es en lutte pure, tu peux pas frapper. Là, dans MMA, tu peux frapper. Tu vois. Donc, et puis t'es jamais vraiment serein. On sait que le contrôle à la cage de Ousmane, c'est un des plus solides, et il est actif dans son contrôle à la cage, il frappe. Tu vois, il arrive à frapper au corps, etc. Là, c'était compliqué, c'était pas possible. Parce qu'il y avait toujours ce risque de fauchage, de coups, donc c'était très bien géré. Mais on sait de toute façon, Edwards, il a un super clinch. Oui, clairement. Donc voilà, mais en tout cas, même offensivement, effectivement, il a tenté des choses, c'est-à-dire qu'il a eu le courage d'y aller, hein, parce qu'en général, on ne tente pas forcément face à Ousmane. Le double leg, c'est dommage, il méritait d'être plus préparé. Ouais, mais je te dis honnêtement, même au-delà de ça, hein, préparé ou pas, j'y crois pas une seconde. Ouais. Sur un double, j'y crois pas une seconde. Mais par contre, derrière, il l'a très bien géré. C'est-à-dire que ça montre encore une fois que dans les phases de lutte au sol, il est là, il est présent, Edwards.
Tu vois, parce que forcément, donc il a été sprawlé. On peut en parler maintenant de celle-là, parce que ça reste une phase de lutte quand même. C'est dans l'enchaînement, c'est du chain wrestling. C'est quand Kamaru essaye de chercher le dos. C'est du chain wrestling ou du chain grappling? Je ne sais pas. Chain grappling. donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, Kamaru, il a sprawlé, et derrière, il a essayé de prendre le dos. Edwards, il a juste venu placer, il a tendu son bras sur le côté, il est venu placer la main à la hanche. Et en fait, dans son déplacement, lui, il a presque réussi à mettre Ousmane sur le dos. C'est-à-dire que au lieu de juste venir le stopper, ce qui est facilement gérable, parce qu'en général, l'erreur qui est faite, c'est que quand le mec il est en front headlock, donc c'est-à-dire que je suis à quatre pattes, d'accord, en position de la tortue, et mon adversaire il est au-dessus, il m'a sprawlé. Donc là, il va essayer de me contourner pour aller chercher mon dos. Donc là, si je veux l'empêcher de faire ça, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je mette un barrage. Donc le barrage, c'est mon bras que je vais ouvrir à droite ou à gauche en fonction de là où il va aller pour venir stopper sa hanche. Donc il faut vraiment être au moins au niveau de la hanche pour pas qu'il puisse continuer son ascension. D'accord ? Le problème, c'est que quand on fait ça sans bouger, c'est très facile à faire sauter le bras. C'est-à-dire qu'on vient, hop, on passe juste la hanche par-dessus, on fait sauter le bras. Enfin, on fait en sorte que le bras passe devant la hanche et plus en contrôle de la hanche. Et là, après, il n'y a plus qu'à y aller. Ou alors un petit crossface. Enfin, il y a plein de façons de faire pour venir et stopper ça. Pour stopper ce bras-là, pour l'enlever le bras qui gêne pour passer dans le dos. Là, en fait, Edwards ne s'est pas contenté de tendre le bras. C'est-à-dire qu'il a tendu le bras et il a cherché le renversement dans la foulée. Il a cherché à aller de l'avant. Et ça, c'est très intelligent parce que derrière, ça casse la posture et la structure de Ousmane qui est obligé d'être dans la réaction plutôt que dans l'action. Et c'est là où après il s'est relevé et on est revenu sur une phase debout. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est bien fait. Hein. De toute façon la défense. De toute façon toute sa défense est nickel. Ouais, je suis d'accord. C'est niveau défense, comme j'ai noté, la première des choses que j'ai noté, il a bien fait ses devoirs. C'est vraiment ça. C'est parfait. Son over-under, on en a parlé, très efficace. Je dis c'est à l'origine du balayage. Quand Ousmane le ceinture, il présente son dos, en fait, tout simplement. Ça, c'est aussi très bien fait de présenter le dos parce que quand tu restes en face, tu te retrouves dans la possibilité de te faire amener comme lui a amené Ousmane. Et quand tu présentes ton dos, en fait, tu as accès aux mains. Parce que quand tu te fais ceinturer, il faut que tu puisses dégrafer les mains. Donc, si tu veux dégrafer les mains, il faut qu'elles soient présentes devant toi. Exactement. Donc, quand tu donnes ton dos, en fait, tu te laisses ceinturer derrière. Tu vas venir, tu vas pousser avec tes hanches, tu vas t'asseoir dans le sol, quoi. C'est vraiment ça. Et les hanches en avant, le pubis en avant. Et là, tu vas venir essayer de venir et de dégrafer les mains, donc de les pousser vers le bas, le long de tes cuisses. Tu vois, tu vas pousser les mains vers le bas jusqu'à ce que tu sois coude loqué, ce qui fait que là, quand les coudes ils sont loqués, t'es fort dans ton bélier, en fait, t'es fort dans ton levier. Et là, tu viens dégrafer les mains, ou alors tu crées au moins l'espace pour pouvoir glisser ton coude entre ton corps et le corps de ton adversaire et revenir avec l'underhook. Ousmane, donc c'est là qu'on a vu que dans le rapport déjà il l'a très bien fait, et dans le rapport de force on voit que Edwards il est là, il est présent. T'en avais parlé en off. On voit qu'il est présent. Ça c'est un point super important parce que pour moi dans mon esprit Ousmane est surpuissant. Ouais. Tu vois, je me suis dit sur les phases de clinch il va le tuer physiquement, mais non, pas du tout. Pas du tout. Ouais, parce que quand on le voit, il n'arrive pas vraiment à le contrôler. Hein. Il n'arrive pas à le contrôler, et puis même quand il pousse, tu sais, quand quelqu'un de ceinture fort, tu sais que tu veux descendre, que tu veux peser justement et ouvrir les mains, et que tu veux peser vers le bas, des fois ça bouge pas. Tu vois ? Donc tu vas essayer de dégrafer différemment, mais tu peux pas prendre de la distance en fait. Et là on voit que Edwards, il arrive à pousser les mains, mais vraiment très bas de Kamaru. Vraiment en fait, elles sont plus au niveau des hanches, mais elles sont au niveau de mi-cuisse. Tu vois ? Ce qui fait que ça lui crée beaucoup plus d'espace. Et quand il n'y a pas, dans le rapport de force, quand Ousmane, il arrive quand même à garder les coudes serrés, les mains en hanches, parce qu'en général, on vient donc ceinturer au niveau des hanches, on ferme les coudes, justement pour avoir un meilleur contrôle, et pour éviter que l'adversaire puisse rentrer à l'intérieur. Rentrer un bras, ouais. Donc là, ce que faisait intelligemment Edwards, c'est qu'il venait mettre un coup de coude, des coups de coude même, dans l'avant-bras de Ousmane. J'avais jamais vu ça. Mais c'est intelligent. Mais c'est super intelligent parce que quand vous prenez un coup de coude, ça reste un muscle l'avant-bras. Hein. Ça va tétaniser au bout d'un moment et ça fait ouvrir vos doigts. Mais c'est surtout que, regardez, je vous invite à faire ça. Vous allez prendre votre avant-bras là et puis vous allez descendre. Alors il y a le creux du coude et vous allez aller légèrement sur le. Alors faisons-le ensemble. Je suis en train de le faire en même temps. Faisons-le ensemble. Vous allez aller
vers le coude un tout petit peu, et vous allez sentir qu'il y a deux muscles, enfin comme s'il y avait une jonction entre deux muscles. Vous sentez là? Voilà. Tu mets une béquille en fait. Et ben ce trou-là, ici, là, appuyez dessus. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Et ben cette zone-là, quand tu viens mettre des coups de coude là-dessus, là on est sur là on est sur de la self-défense là les amis là on est passé dans le mytho de jutsu. Donc quand on vient mettre des coups de coude là-dessus, croyez-moi que vous allez vite lâcher. En tout cas, vous allez vite laisser. C'est un point vital, non? C'est un point vital. C'est le. Parce que là, je suis en train d'appuyer et je sens que j'ai du mal à respirer. Est-ce que ça toucherait pas les poumons? C'est le DIMMAC. C'est le DIMMAC. Ok. C'est le poids de la vésicule, le point de la vésicule biliaire. Donc quand il venait mettre des coups de coude là, ça faisait réagir Ousmane et c'est là où il avait l'opportunité de venir et de rentrer et de revenir sur son underhook. Donc franchement en termes de défense, il y a rien à dire quoi. C'était super bien travaillé, c'était bien pensé quoi. Ouais, et comme tu l'as dit, tous les placements, en fait il se replaçait à chaque fois, tu vois, il n'y avait pas de... On parlait en off de déplacement de sa tête. Oui, comment il place sa tête à chaque fois pour faire chier. Parce que c'est ça en fait, il te fait chier, comment il se place, c'est relou. Et quand t'as un mec qui se place tout le temps bien comme ça là, c'est tellement chiant de le lutter. Oui, oui, clairement. C'est relou. Parce qu'en fait, il y a la bataille effectivement de la tête quand tu combats, quand tu viens lutter, même au sol. Pour certains passages, je vous invite à aller sur la chaîne Alpha Fight Club. Non, mais il y a un passage de demi-garde quand j'ai montré un passage de demi-garde quand l'adversaire il est fort physiquement. Tu sais que tu peux pas sortir ton pied et tout ça. Et le détail qui tue, c'est le placement de la tête. C'est comment tu vas placer la tête pour pouvoir justement faire en sorte qu'il ne puisse plus te suivre. Et donc que tu puisses sortir ta jambe en e-slide plus facilement. Et en lutte, c'est pareil. Quand tu viens lutter, à partir du moment où tu vas venir placer ton front de la bonne manière, tu sais, au niveau du menton de ton adversaire, tu vas prendre un ascendant. Et là, on sentait que Ousmane, qu'Edwards, il avait à cœur de placer sa tête pour empêcher justement Ousmane de se mettre dans cette condition-là. Dans cette condition où il a le menton sur la mâchoire et que là, déjà c'est douloureux, ça crée une tension sur les cervicales et derrière, ça permet d'avoir un levier pour ensuite actionner tes amener au sol. Donc, et ça crée une certaine distance. Ouais. Donc lui, il empêchait ça. Donc on sent que tous les détails, il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Vraiment. Non, il est chaud. Edwards, il est très chaud. Ouais. Là, il a prouvé, pour moi, c'est un striker. C'est un combattant ultra complet. Oui. Bon dans tous les secteurs. Exactement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur sa lutte? Non. Donc, passons à... le fait aussi que quand il est amené, il se relevait très facilement. Oui. Ouais. À la cage, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas d'erreur non plus. Tu vois, il n'exposait pas son dos. Enfin, il donnait son dos, mais il savait quoi faire, tu vois. Oui, c'était donner le dos intelligemment. C'était de donner le dos comme à tous les lutteurs, on en parle souvent, qui donnent le dos pour créer quelque chose et non pas pour se le faire prendre, quoi. Sinon, personne ne le ferait s'il ne savait pas défendre. Oui. Ça. Donc, non, mais même amené au sol, le retour debout était très simple. Ouais, je suis d'accord. Ousmane. Donc lui, c'est une des meilleures luttes de l'UFC. Et là, il l'a encore prouvé, très clairement. Il prend, il prend les c'est là où tout va mal. C'est là où je commençais à fatiguer, je sais plus me relire. Ça y est, voilà. C'est un peu le souci. Et je veux garder je veux garder ma trame. Donc, oui, non, je disais. C'est gros single leg. Non, mais il est carré sur tout, en fait. On vient de parler du front headlock tout à l'heure. Il l'a défendu à la perfection. Il a aussi ses tentatives de double leg, qu'il a parfaitement sprawlé. Enfin, en termes de défense. Tu sais, vraiment, en termes de défense, il est carré à la mort. C'est parfait. De toute façon, c'était le mec impossible à amener jusqu'à ce combat. Oui, voilà, c'est ça. Donc il le sait, il le prouve, il est puissant, il a des hanches très puissantes. Quand il vient se prôler, vraiment, il te plante dans le sol. Il est vraiment bien. Et puis même quand sur le front headlock, en fait, juste c'est le petit coup de bassin, quoi. Enfin, il avance sur toi, il te repousse d'un coup, il te fait tomber sur les fesses. Et puis après, il a plus qu'à te suivre. Tu sens que le mec, c'est un mur. Donc en termes de défense, il est très très bon. Ça, là-dessus, il y a rien à dire. En termes d'attaque, il reste, il est resté aussi. Tout ce qu'il a fait, il a réussi, quoi. C'est vraiment le contrôle à la cage avec le clinch qui lui permet de descendre en fait d'un niveau pour venir joindre les mains sous les fesses. Donc encore une fois, on reparlait de la dernière fois de John Jones. C'est exactement la même chose. En fait, finalement. Ouais, parce qu'en fait, quand tu arrives là,
quand tu arrives là, tu sais qu'il va arracher. Ouais. Tu sais qu'il va arracher. En fait, comme on a dit, il tracte avec ses bras le bassin d'Edwards pour pousser avec son buste le haut du corps, ce qui fait qu'il va tomber dos à la cage. D'ailleurs, je crois que même qu'ils se sont retrouvés, si mes souvenirs sont bons, dans la même phase que Gane. Exactement. Exactement la même phase où il passe en montée, il attaque une guillotine. Ouais. Ouais, tout pareil. Sauf que, et ça, c'est. Je sais plus si j'en avais parlé dans le podcast ou pas, mais on voulait faire un breakdown. Donc c'est pour ça j'avais cogité là-dessus. Mais la défense qu'il met en place, c'est celle que j'avais pensé. Enfin, qui est la plus logique, en fait. Bah, si, on en a parlé. Quand je dis que John Jones, en fait, il a ouvert une porte, tu sais, pour une fausse porte pour que justement. Pour qu'il aille dans le mauvais sens et qu'il puisse prendre la guillotine. Alors, attendez, je vous lis en live. J'ai Jonathan McCarty du RMC Fighter Club qui m'envoie des messages sur Instagram, sur le dernier podcast qu'il a écouté, donc il le valide. Bah écoute, je te remercie, je te le dis en live sur l'enregistrement. Jonathan McCarty du RMC Fighter Club. Je vous ai dit, il se passe quelque chose là en ce moment là. donc je te répondrai tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, effectivement, il lui laisse cette fausse porte pour qu'il puisse en fait rentrer là où il avait l'underhook, en fait, tout simplement, mais il s'enferme dans la guillotine. Edwards, il fait pas cette erreur. Pourtant, il a l'underhook aussi, mais il l'a aussi. C'est la même. Il sort ses fesses, exactement. Mais il sort ses fesses du côté ouvert, du côté où la guillotine sera ouverte, en fait, tout simplement. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est vraiment intéressant. Parce que là, on sent que là, il y a quelqu'un qui maîtrise son sujet et qui sait par où sortir et qui comprend les mécanismes de la lutte et du sol. Donc voilà, donc c'est la même phase. Et ensuite, il y a toujours... En fait, finalement, il ne fait pas un milliard de choses, mais il fait rien de nouveau, Ousmane. Et le snatch single. Et le snatch single, par contre, on a vu un Edwards qui a été, à mon sens, surpris. Il y en a un où vraiment, je crois que même Ousmane, il s'est arrêté dans son snatch single en disant, bah attends, il me fait un piège. Ouais, je voulais en parler. En fait, ce qui se passe, regarde bien le combat. Tu l'as regardé, mais je sais pas si tu as noté ça. Je l'ai regardé une 10e fois. C'est que Edwards ne réagit à aucune feinte. Ouais. Il réagit à aucune feinte, c'est ouf. Normalement, les mecs, quand Ousmane, tu sais, des fois, je pense même que c'est une feinte au début, son snatch là. Tu sais, des fois, il vient juste toucher le genou, mais juste pour t'habituer à ce mouvement, tu vois. C'est ça. Il cherche pas à rentrer. Et il n'y a aucune réaction de Edwards sur aucune des feintes. Ça veut dire que il anticipait pas la lutte. Lui, il s'est dit, je vais lutter à partir du moment où il y aura contact. Je vais pas chercher à anticiper. Et c'est aussi pour ça qu'il était assez relâché en boxe, même s'il a pas envoyé un gros débit. Je pense que c'était plus dû à la fatigue. Mais en tout cas, il s'est pas bridé sur sa boxe, tu vois. Il avait pas peur de la lutte. Il craignait pas la lutte. Donc, il y avait pas d'anticipation sur les feintes. Du coup, sur l'amener dont tu parles, là, t'as Ousmane qui, je pense, fait une feinte. C'est possible. T'as Edwards qui ne bouge pas, le regarde, il y a un moment, voilà, une demi-seconde, c'est ça. Et après, t'as Ousmane qui dit « Ah ok, bah vas-y, donne ». C'est cadeau. Mais maintenant que tu le dis, effectivement, c'est ça qui a dû se passer. Effectivement, il a dû vouloir le feinter, puis il s'est dit « Bon, bah il est là, il réagit pas, je le prends, quoi ». Mais oui, mais en vrai, tu sais, c'est pas si bête que ça, en fait, de pas réagir aux feintes. Parce que déjà, quand tu réagis aux feintes, ça veut dire que pour un lutteur, qui c'est qui a dit ça la dernière fois, qui a expliqué, qui a montré une vidéo de lutte, je sais plus qui a montré ça, et qui disait que la force des lutteurs, c'est justement le fait que les lutteurs s'entraînent pour réagir, tu vois. Action-réaction. Action-réaction. Ce qui fait que quand tu viens et que tu fais une feinte, tu sais déjà presque quelle va être la réaction de ton adversaire, ce qui fait que toi, ton action, elle est pas là, elle est après. Mais quand le mec, il réagit pas, ta feinte, elle sert à rien. Mais comme en boxe, en vrai, tu vois, c'est pareil, si tu fais une feinte pour ouvrir une porte, et que ton adversaire, ne bouge pas, bah, ta porte, elle s'ouvrira jamais, tu vois. Donc ça peut être intelligent de faire ça, parce que tu prives en fait le lutteur de son schéma habituel, de ses repères. Oui. Et en plus de ça, quand tu réagis aux feintes à chaque fois, bah, ça te fatigue encore plus. Donc non, je pense que c'est intelligent. Et effectivement, après, quand il était face au fait d'être effectivement en contact, bah, derrière, il n'y a plus qu'à gérer intelligemment, tu vois. En tout cas, de se relever. Et, tu sais que de toute façon, j'ai envie de te dire, si Ousmane il se met sur tes côtes et qu'il a envie de t'amener au sol, il va t'amener au sol. Tu vois. Ouais. Donc c'est comment tu vas réagir. Tu vois, comme Islam Makhachev contre Volkanovski, finalement. C'est au moment où il a posé les mains dessus,
et qu'il a commencé à amener que Volkanovski mettait en place sa sortie. Je mets ma défense en place. Et c'est ce qui s'est passé là. Et en fait, l'idée, c'est de le faire galérer un peu pour qu'il se fatigue à t'amener. Et quand il t'amène, être tout de suite dans une bonne position pour te relever. C'est ça, exactement. Moi, j'ai fait la tour d'Ousmane, puisque finalement, c'est toujours les mêmes choses. Hein, c'est toujours pareil. Donc, par contre, pour ce combat, je pense qu'on est d'accord. Ousmane, il conserve l'avantage. Il conserve l'avantage en lutte. Ouais. Même si... Chips. Vas-y. Même si, avec une stratégie différente et quelques petites adaptations, je pense qu'il peut vraiment le contrer bien plus souvent, Edwards. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire que si vraiment il décide de faire un camp où il refuse plus la lutte d'Ousmane, je pense qu'il est capable énormément de le stopper. En fait, il nous a montré que techniquement, il a les armes. Donc déjà, c'est le plus difficile en vrai, techniquement. Techniquement, c'est le truc le plus dur à acquérir. À partir du moment où il a les bases techniques, pour moi, il y a beaucoup de physique il était cramé. Et il y a ça qui fait qu'il se fait amener, qu'il accède plus ou moins les phases de lutte. Ouais. Mais comme tu le disais, même sur les phases de striking, quand il est à la cage, on sent que quand il veut sortir, il sort. Quand il sent le danger, il sort. Je voulais en parler dans les à côté de ce point-là, parce que tu en parles depuis tout à l'heure, il est cramé. Alors, c'est un point, quand on écoute le combat avec les commentateurs américains, ils en parlent beaucoup, et Chris Guénache, on va aussi lui rendre, parce que j'écoute en général rarement les personnes les analystes avant que nous on fasse notre analyse, parce que voilà, je veux pas être interféré et influencé par ça, mais tu m'en as parlé. Tu m'as dit, Chris Guénache, il a mis le doigt sur un point, effectivement, et ça peut avoir joué dans le combat, c'est le fait que le combat soit passé en altitude sur les terres de Kamaru Usman, qui lui a l'habitude donc de s'entraîner en altitude à Salt Lake City, et donc Edwards non, parce que il vit en Angleterre, donc là au niveau montagne c'est pas la même hauteur, quoi. Enfin, en tout cas, il s'entraîne pas en altitude, donc ça joue, et c'est possible que ça a été pris en compte en fait dans son camp, vu l'intelligence qu'il y a eu dans le camp d'entraînement d'Edwards. C'est possible que pour éviter de se cramer les cartouches, ils aient décidé d'être dans la réaction plutôt que d'être proactif, d'être réactif, tu vois. Mais d'être réactif dans le bon timing, c'est-à-dire faut pas être réactif au moment où tu es stabilisé, où tu es fixé et où tu peux plus rien faire, où tu vas devoir donner encore plus d'énergie pour sortir. Mais vraiment sur le coup où à peine le mec a commencé son amener au sol, c'est là où tu vas réagir. Donc réactif plus que proactif, où tu vas finalement, quand tu es proactif, tu rentres dans le rapport de force et là tu te crames encore plus. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il acceptait d'être dos à la cage. Parce qu'en même temps, ça limite les déplacements, et puis en même temps, c'est pareil pour Ousmane, quoi. C'est-à-dire que quand t'es dos à la cage, tu sais où il est aussi, tu vois, il est face à toi. Il y a plus ce truc de chat et de la souris, tu vois. Donc on risque, je dis ça comme ça, je m'avance peut-être, mais de voir un combat qui sera foncièrement différent là en Angleterre. Je pense que ça sera foncièrement différent, et que on verra. Et c'est là où Ousmane, s'il fait des adaptations, on verra si Edwards fait d'autres adaptations qui gênent encore une fois Ousmane. Mais si Ousmane se base que sur ce combat-là, il peut peut-être être surpris. Tu sais, d'encore un style différent d'Edwards, d'une stratégie différente. Avec justement peut-être plus de réaction dans la lutte, d'être peut-être plus proactif dans la lutte, et surtout mettre peut-être plus de volume dans sa... en striking. Et plus de volume dans sa boxe, ouais. Oui. Donc, parce que là, il les a. On a vu qu'il avait les trous. On a vu qu'il avait mis la main sur les failles. Enfin, en tout cas, qu'il savait quoi faire. Maintenant, s'il fait ça avec un cardio qui sera plus en sa faveur, parce qu'on a vu qu'il a réussi quand même à conserver son cardio bien qu'il même si on sait que Edwards n'a pas un cardio de feu. Non. Tu vois. Mais... Donc, dans tous les cas, Ousmane aura un meilleur cardio. Je pense qu'on peut déjà être sûr de ça. Mais quand tu vois... Edwards, il fatigue toujours. Quand tu vois José Aldo face à Dvalishvili, qui avait fait une contre-performance parce qu'en altitude, et que justement il s'était cramé, alors qu'on sait que Aldo il peut tenir les 5 rounds, hein. Il n'y a pas de souci avec un volume. Difficilement. Aldo, il est connu pour sa faiblesse cardio, justement. Quand tu arrives au bout du 3e round, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il lâche au 3e round. Tu as senti une faille, quand même. Tu as senti que l'énergie, la barre d'énergie, elle est descendue encore plus vite que d'habitude. Là, Edouard, j'ai pas senti, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu, ce combat ?
Non, je l'ai pas vu, ça bravo, me dit rien. Bravo l'analyste. Je vais le regarder parce que Dvalishvili. Ouais, Dvalishvili. Après la performance qu'il a fait là, apparemment, donc je vais plus me pencher sur lui. Ouais, avec Petroyan, ouais, effectivement. Ouais. Mais en tout cas, ouais, donc là, tu sentais quand même que malgré ça, tu vois, son cardio, il n'est pas descendu aussi vite que celui d'Aldo, par exemple. Tu vois, oui. Bien que ça soit pas sa force. Tu sentais qu'il était dans l'économie, mais il était lucide, en tout cas jusqu'au bout. Et d'ailleurs, on en parlera après. C'était juste pour expliquer pourquoi tu parlais de l'énergie, parce qu'en fait, nous, on en a parlé avant, mais c'est vrai que vous, faut comprendre pourquoi. Il faut mettre un peu la lumière, pourquoi on parle toujours de cette énergie. Voilà. On passe au sol. On passe au sol. Donc, Edwards. Ben, là, il nous a encore prouvé qu'il a un sol extraordinaire, hein. Magnifique. Magnifique. Il a un gros sol. On le savait déjà, mais il l'a confirmé. Premier round avec la prise de monte. Ousmane qui se met sur le côté pour tout simplement en fait, faire la sortie classique, hein, essayer de recomposer une demi-garde ou d'essayer de renverser. Là, il se place lui avec la seat belt. Donc, où il vient isoler. Alors, c'est pas que la seat belt où il vient juste contrôler le bras. Il contrôle le bras avec. Un peu comme si finalement c'est un peu la saisie de la Kimura, mais c'est pas la Kimura. Ouais, c'est un contrôle un peu comme la Kimura. Exactement. Pour derrière venir monter le genou à la tête. Hop, il a le premier crochet qui est déjà placé. Il vient prendre le dos. Et derrière, il attaque l'étranglement. Il n'arrive pas à le finaliser, mais quand même, il perd pas le contrôle. Franchement, ça déjà, niveau sol, c'est propre. Et même quand il est amené au sol, il recompose très bien sa garde. Il est très mobile. Sur le dos, il est très bon sur le dos. Ouais, il a d'ailleurs, on le voit sur la première amenée au sol qui foire, où il se retrouve sur le dos. Oui. C'est grâce à... Il tente le ciseau. Le scissor sweep pour se relever. Ouais. Bon, ça n'a pas suffi à renverser, mais en tout cas, ça lui permet de reprendre de la distance, de se relever. Oui, mais je suis pas sûr je suis pas sûr qu'il cherchait à renverser. Que l'idée, ouais, c'est possible. Non, je pense même que c'était pas l'idée de le renverser, mais plus de créer de l'espace. Il contrôle même pas les bras pour. C'est ça, il est trop loin. Il contrôle pas les bras, donc il peut pas renverser. C'est ça. En fait, pour le scissor sweep, il faut quand même être proche de l'adversaire. Il faut trouver le juste milieu. Il faut pas être trop proche parce que sinon on peut pas actionner les jambes, les hanches, les jambes. Mais il faut pas être trop loin parce que sinon on est au bout de jambe. Pardon, on est en bout de jambe et donc derrière on peut plus, on n'a pas le contrôle nécessaire pour pouvoir faire chuter et derrière capitaliser sur une position et suivre. Donc là c'était plus histoire de faire réagir, je pense, Ousmane pour pouvoir ensuite se relever. Donc, mais c'est intelligent de faire ça parce que le scissor sweep il n'est pas suffisamment utilisé. On le dit souvent dans la garde. Quand les adversaires ont quelqu'un dans la garde, surtout quand c'est un lutteur comme Ousmane, les gens n'osent pas bouger les hanches, n'osent pas. Souvent, ils sont fixés. Alors qu'au contraire. Alors que là, on voyait qu'il était très mobile avec ses hanches. En fait, dans la garde, si vous voulez actionner quoi que ce soit un renversement, que ce soit une soumission, quoi que ce soit, il faut libérer vos hanches. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut pas avoir peur d'ouvrir. C'est ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand quelqu'un est dans votre garde, quand vous faites du sol, la première des choses qu'il va fixer, c'est les hanches au sol. Il va venir, il va s'asseoir sur ses talons, il va fixer les hanches au sol, les coudes à l'intérieur des cuisses. D'accord ? Pour justement empêcher toute possibilité de venir et d'actionner quelque chose. Et après, on va grimper, on va venir contrôler les aisselles et tout ça. Donc voilà. Mais là, on sentait qu'il y avait une vigilance d'Ousmane à chaque fois pour éviter d'être pris dans une tentative de soumission. Parce que dès qu'il était amené au sol, on voyait que il se mettait perpendiculaire. Et s'il y avait un triangle ou un juji qui pouvait se présenter là, il allait le saisir. Donc vraiment, tu sentais qu'il y avait cette crainte. Il est très bon là-dessus. Hein. Le scissor sweep, on en a parlé, pour l'aider à se relever. Dans les phases de scramble, il se débrouillait très bien. On voit quand il rate son double leg, tu sais, qu'il est pris en front headlock, tu sais. On en a parlé tout à l'heure. Quand il évolue, en fait, il tend le bras et puis il souhaite évoluer justement pour renverser Ousmane. Sur un autre scramble aussi, on le voit en fait rentrer le bras. On en avait parlé sur Volkanovski contre Islam Makhachev, où tu viens et tu rentres le bras entre les jambes de l'adversaire en fait pour le déstabiliser et toi ensuite après pouvoir te retourner et aller chercher vers le dos, soit renverser ton adversaire s'il reste accroché, soit toi pouvoir migrer vers le dos et aller ceinturer ton adversaire derrière. Donc et ça permet de retourner une situation en fait. Vraiment, ça crée du jeu et ça empêche l'adversaire de s'installer. Donc, en gros, il n'a jamais
Ousmane n'a jamais réussi à s'installer véritablement, quoi, suffisamment. Il a toujours une réponse. Il a toujours une réponse à la situation, Edwards. Ouais. Et il est très fort sur le dos. Et je pense qu'il faut le notifier parce que c'est de plus en plus rare, j'ai l'impression, les mecs très forts sur le dos. Surtout quand on est connu pour être un striker. Oui. Que c'est un striker, mais il est très fort sur le dos. Donc, les placements sont bons, on l'avait vu déjà contre Diaz. Oui. À un moment, il met un renversement à Diaz, magnifique. Et même la suite, les contrôles, c'est propre, c'est vraiment, en plus, c'est vraiment jujitsu. C'est vraiment jujitsu, mais un jujitsu efficace, tu sais. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de fioriture. C'est tout ce qui fait. Tu sens qu'il y a. Adapté au MMA, voilà, mais tu sens l'empreinte jujitsu. Ouais. Oui, parce que souvent maintenant, en fait, le sol qu'on voit à l'UFC, c'est un sol de lutteur, justement. C'est ça. Comme Bruce Mann. On va en parler dans 2 secondes, mais c'est un sol de lutteur où les mecs, voilà, bras sous l'aisselle, bam, ils se relèvent, ils essaient de renverser la situation. Tu vois, c'est vraiment plus axé pour se relever et essayer de revenir sur une top position. Et parce que le jugement fait que aussi. Donc rares, effectivement, sont ceux qui travaillent sur le dos, comme il y avait à l'époque avec les Carlos Condit ou les mecs comme ça aussi, tu vois. Ouais. Et là, avec un Ousmane, on a un Edwards qui lui est bon là-dessus. On le sent. Et puis on sent qu'il est puissant. Encore une fois, dans le rapport de force. Puissant, attends, pour contrôler, c'est simple. Pour arriver à contrôler, même en montée, hein. Parce qu'on sait que Ousmane, dans les scrambles, c'est déjà pour arriver à le fixer. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que les placements sont bons. Et les contrôles sont forts et le mec est puissant. Et même pour le suivre, hein, parce que on l'a dit, on reparle à chaque fois de cette vidéo, mais quand avec Michael Chandler, on les voit en train de faire du scramble à l'entraînement, tu sens que le mec, lui aussi, il a une réponse à tout. Tu sais, c'est instinctif. C'est instinctif, c'est un chat. Franchement, Ousmane, c'est un chat au sol. Et là, pour le coup, le chat était quand même bien bridé par ce qui a été mis en avant par Edwards. Ouais, donc voilà. Quelque chose à rajouter sur son sol? Non. Ousmane. Peut-être pas assez dangereux sur les soumissions. C'est peut-être le seul truc qu'on peut... Alors, est-ce qu'il n'est pas assez dangereux ou est-ce que c'est Ousmane qui laisse rien? C'est possible. Parce que bon, même l'étranglement, tu vois, il a été bien géré. Ousmane, il a bien rentré le menton. Alors, il y a des petites choses à faire. Hein. Peut-être, moi... Alors, voilà, si j'avais un regret, c'est qu'il soit un peu plus méchant pour attaquer le coup. Tu vois? Oui. On est d'accord. C'est dans ça que je te dis. Ouais. Pas assez dangereux. C'est que tu sens pas. Après, c'est le premier round. Je pense qu'il veut pas se cramer, etc. Mais tu sens pas la volonté de lui tordre le cou, tu vois. Parce que on s'en fout de l'étranglement. L'étranglement, on sait que c'est compliqué à prendre. Mais en tout cas, être plus méchant sur le neck crank, par exemple. Ouais. Mais même au-delà de ça. Pour après libérer le cou. Tu vois, moi je parlais même pas encore de neck crank parce qu'effectivement t'es dans le premier round, t'as 5 rounds à faire et tu sens que si t'as plus tes bras avec un Ousmane t'es mort. Mais t'as des petits trucs vicieux, tu sais. Tu peux venir avec ton avant-bras, tu sais, avec ton poignet et venir racler, tu sais, le nez, la bouche, le nez, tu vois. Là tu sentais que la seule chose qu'il essayait de faire c'est de venir. Donc effectivement tu rentres avec ta main droite. Ton adversaire rentre le menton. Tu vois, il tourne le menton pour pas que tu puisses lui rentrer la main à l'intérieur. En gros, encore une fois, elle est sur Alpha Fight Club. On rentre le menton dans l'épaule, ce qui fait qu'en fait la tête ne tourne plus, on rentre et la main ne peut plus passer. Donc on essaye de l'autre côté et ensuite et ainsi de suite et ainsi de suite. En fait, on fait un va-et-vient comme ça avec les mains pour essayer à un moment de choper en fait de prendre de vitesse l'adversaire et puis de rentrer effectivement la main sous le cou et puis d'y aller. Donc ça c'est une des choses. Après on sait qu'avec les gants de MMA en plus c'est pas évident. C'est compliqué. Donc si ça rentre pas comme ça, tu viens remonter la gueule de ton adversaire. En fait tu viens le racler en fait pour lui remonter. Et puis en fait ce que je fais moi en ce moment et ça marche plutôt pas mal. En fait c'est quand tu montes, tu passes en dessous. C'est-à-dire que c'est pas l'autre bras qui va passer, mais c'est le même bras. Oui c'est le même. C'est-à-dire que tu viens 1, 2 et hop, tu rentres juste le poignet sous la gorge. Une fois que tu as le poignet sous la gorge, après t'es bien. Tu vois, enfin, tu sais, t'as déjà fait le plus dur, entre guillemets. Ça veut pas dire que tu vas le finaliser, mais déjà t'as fait les 3/4 du chemin. Donc, tu vois, c'est tes petits coups de vis là que peut-être qu'il lui manque effectivement dans son sol. Cette envie d'aller finir. Tu sais, c'est pas effectivement un soumetteur, de toute façon, il est né comme ça. Hein. Quand t'es un soumetteur, t'es né soumetteur. C'est comme le KO punch. Hein. Tu le sens, hein. T'as des mecs qui soumettront jamais. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Donc voilà. Ousmane. Donc lui, sol, typé, lutte, ça n'a pas changé.
C'est donc rare de le voir dans une situation défavorable. On l'avait jamais vu d'ailleurs dos au sol. Hein, c'est la première fois pour l'analyse. Exactement. Donc en situation défavorable, il a bien géré, n'empêche quand même, on l'a dit. Même avec un Edwards dans le dos. Alors, si, des petites choses qu'on peut voir. C'est la première fois qu'on analyse, donc on peut déjà analyser quelques petits trucs. Il se fait prendre la monte, d'accord ? Donc quand on se fait prendre la monte, on vient, effectivement, il faut se mettre sur le flanc, et il faut... alors, le truc le plus rapide à faire, hein, c'est je me mets sur le flanc, je pousse la cuisse de l'adversaire, le genou, et je recompose. Et je remonte... exactement, je remonte ma jambe qui passe sous la jambe de l'adversaire pour avaler son genou, en fait, entre mes jambes, et là, je me retrouve, en fait, dans une situation où je vais pouvoir mettre le bras sous l'aisselle, et on revient en dogfight, où je me relève, enfin, je me remets à genoux, et après, je suis dans une phase type lutte qui lui aurait correspondu. Là, on sent qu'il se met sur le côté, mais après Edwards a très bien réagi, hein. Attention, hein. Je retire rien à Edwards qui a très bien fait son taf. Hein. Mais il a quand même laissé s'installer, tu sais, laisser isoler le bras pour pouvoir aller chercher le dos. Pareil, au moment où tu viens et que tu as le bras isolé et que l'adversaire vient et t'enroule, entre guillemets, sur le côté pour pouvoir prendre le dos, c'est à ce moment-là où tu peux profiter de ce moment de flottement pour essayer aussi de sortir. On sent que... c'est compliqué, hein. C'est compliqué, mais tu peux le faire. Ce contrôle-là, il est ouf, ce contrôle. Mais il est très fort. Mais tu as quand même ce truc où tu peux essayer quand même de bouger. Là, tu sens qu'il a subi, en fait, cette phase-là. Alors, Edwards est très puissant, il est très technique et tout ça. Mais Ousmane, je m'attendais à plus de réactivité. Tu vois, au moins essayer de sortir les hanches et tout ça. À la fin, il a réussi un petit peu à se glisser. Tu sais, à glisser son dos, parce que la sortie... après, mais c'est plus aussi Edwards qui accepte le truc pour pouvoir mettre des coups de coude. Oui. Qui se retrouvent les deux où ils peuvent frapper. Donc, non, je pense qu'il ne serait pas sorti. Hein. S'il lui prend le dos comme ça avec le triangle de corps, il ne sort pas. Ouais. Et c'est là que, encore une fois, tu avais des bonnes réactions sur la défense de l'étranglement, mais au sujet de l'ouverture du dos, tu sens quand même que... encore une fois, hein, c'est pas qu'il l'a travaillé ou pas travaillé, mais quand tu te retrouves jamais dans la situation... forcément, tu manques d'expérience dans la situation, tout simplement. Ouais. Donc, effectivement, il y a peut-être une carte à jouer à ce niveau-là. Tu sens que si tu arrives à prendre des bons contrôles avec lui au sol, et que tu arrives à le mettre sur le dos régulièrement, après, c'est facile à dire, les amis. Mais tu sens que tu sens qu'il ne sera pas forcément super bien armé pour pouvoir contrer tout ça. Oui, mais après, le plus dur, c'est de le stabiliser. Là, il a eu la chance, c'est pas la chance, mais en tout cas, il est tombé en montée, tu vois. Et du coup, ça a figé le moment. Parce que les scrambles, il faut du mouvement pour créer du scramble. Oui. Et c'est là où les mecs sont très forts, c'est quand il y a une continuité. Sauf que là, il tombe direct sur le dos, avec un Edwards très intelligent qui, dès qu'il est sur la montée, met de la pression tout de suite, reste bien bas. Oui. Donc il le bloque. Et à partir du moment où il essaie de ponter une fois, ça marche pas, c'est foutu, il n'y a plus de mouvement. Il a tué toute l'inertie. Et là, on était dans une phase de sol pur. Ouais. Après, l'inertie, tu la crées différemment. C'est-à-dire que c'est quand tu vas chercher à recomposer la demi-garde que ton adversaire va bouger. Et c'est là où après, tu recrées en fait une phase d'inertie, entre guillemets. Alors qui n'est pas la même que quand tu es dans une phase de scramble au sol où tu profites de l'amener et où ça continue. Mais en tout cas, tu crées une réaction de l'adversaire. C'est ce qu'il essaye, hein. Sauf qu'à un moment, Edwards met les coups de coude. En MMA, c'est plus compliqué. En MMA, c'est plus compliqué. Ça, c'est sûr. Non, mais on est d'accord. Mais en tout cas, bon... Une chose est sûre, c'est que sur le dos, en tout cas moi quand tombé sur le dos, il m'a pas montré quoi que ce soit, enfin de vraiment significatif qui peut me rassurer en me disant putain si jamais quelqu'un le stabilise. Mais c'est pas non plus Justin Gaethje. Ah non, oui. Tu vois, donc c'est quand même rassurant entre guillemets pour un lutteur qui est pas habitué à être sur le dos parce que c'était une inconnue. Tu vas pas le soumettre facilement non plus. Justin Gaethje c'est une tortue. Sur le dos, c'est une tortue. Bref. On en a déjà bien assez parlé. Non, on parlera vite fait de lui après. Mais bon, il n'y aura pas d'implication dans ce combat contre Fiziev. Le mode tortue, de toute façon, on ne le verra pas avec Fiziev. Voilà. On sait très bien à quoi s'attendre avec ce combat. Donc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Donc, j'ai fait exprès de lui poser la question au moment où il est en train de boire, comme ça je sais qu'il ne peut pas me répondre. le moment de panique. Donc, pour ce combat, avantage à... voyons voir si on a la même... Au sol ? Ouais. Avantage à Edwards. On est d'accord.
il est beaucoup plus complet que... Et ben, il nous a prouvé qu'il pouvait être dangereux dans les deux situations, en dessous ou au-dessus. Exactement. Je pense qu'en dessous, là, ce qui était chiant, c'est qu'on le voit à la cage. C'est difficile de travailler à la cage. Mais je pense que s'il y a une amenée à l'ouvert où il se retrouve au milieu de la cage, où il pourra vraiment avoir une bonne mobilité de hanche, il pourra vraiment être très dangereux sur les soumissions. Ouais, soumission et renversement. Je suis d'accord. Bah, c'est là où, de toute façon, Ousmane, il en a conscience. Hein. C'est pour ça qu'il amenait dos à la cage, hein, tout simplement. Oui. Mais bon, en tout cas, voilà, il a toujours encore une fois, hein, encore les bons réflexes. Et non, moi, je le vois aussi au-dessus en termes de sol pur. Techniquement et tout ça, il est au-dessus. Alors, les à côté. On va pas revenir sur l'altitude, parce qu'on en a parlé, donc le fait que ça se faisait en altitude. On verra juste ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que ça changera dans la physionomie du combat, surtout dans l'approche, dans le game plan d'Edwards. Est-ce qu'il va changer les choses ? C'est quelque chose voilà, qu'il faudra prendre en compte. Parce que, ouais, quoi que si, on peut faire juste une petite extension de la chose. Non, mais juste une extension, c'est sur le fait, parce qu'on en a parlé, toi et moi, sur le fait que c'est comme si, dans le game plan, dans ce qu'il a mis en place, et peut-être sûrement dû à l'altitude et au fait qu'il ne puisse pas imposer un rythme sur 5 rounds élevé, on a senti que, limite, c'était un combat qui était psychologique. Dans le sens où Edwards, alors effectivement, ça n'a marché aussi que parce qu'il y a eu le premier round qui a été à son crédit, mais comme si il laissait Ousmane monter en confiance au fur et à mesure du combat. Vraiment. En le laissant, alors toujours en minimisant les risques, hein, en faisant en sorte qu'il soit toujours là et qu'il soit toujours dans le combat, mais lui faire comprendre que il peut frapper quand il est collé à la cage, il peut venir et le frapper au corps, à la tête et tout ça, et ça marche, tu vois, c'est grisant, parce que tu te dis, oh, l'adversaire ne réagit pas. Quand il se faisait amener au sol, pareil, on sent que une fois, deux fois, trois fois, tu t'amènes au sol, donc tu dis, voilà, je peux l'emmener quand je veux. Et plus tu montes en confiance, et c'est marrant, on va reparler du podcast Octogone, hein, parce que comme je l'ai écouté, ils ont parlé de ce combat-là. Effectivement, Ousmane, il se met en mode automatique. C'est-à-dire qu'en fait, il déroule son jeu habituel. C'est facile, tu vois, c'est ses gammes. Il vient et c'est comme si, c'est comme la secrétaire qui va taper au clavier et en fait qui va parler avec sa collègue en même temps. En fait, elle a tellement l'habitude de taper au clavier que ça se fait naturellement, tu vois. Là, c'est pareil. C'est naturel, il a déroulé. Ce qui fait qu'il en a oublié d'être vigilant. En fait, tout simplement. Et c'est comme si Edwards, il attendait ce moment, en fait, patiemment, froidement, méthodiquement, pour aller mettre son high kick. Son high kick, il aurait pu mettre n'importe quand, en fait, finalement. Parce que la réaction, elle aurait été faite dans le premier round, dans le deuxième, dans le troisième, dans le quatrième, dans le cinquième. La réaction d'Ousmane, elle peut être faite n'importe quand. Mais il a attendu ce dernier moment, le moment où il a dû se dire, ça y est, j'ai gagné, je suis dans le 5e round, je lui ai roulé dessus sur 4 rounds, c'est bon, la décision, elle est pour moi. Et là, boum, fin du game. C'est beau, hein. Si c'est ça qui s'est passé dans le camp et dans la tête d'Edwards, c'est beau. Ouais, c'est beau. C'était risqué, mais c'est beau. Ah, scénario à la Rocky. Il l'appelle Rocky. Hein. C'est pour ça que je dis ça. Donc ça, c'est la première des choses au niveau de l'altitude. Ça pourrait expliquer en fait le pourquoi du comment. Là, Edwards montait en confiance aussi dans les à côté. Il va être là, voilà. Là, on sent que le mec, il touche plus le sol. Enfin, il touche plus le sol. J'espère qu'il va pas monter trop haut non plus dans la confiance et qu'il va pas prendre le combat à la légère. Je ne pense pas. Je pense pas. En tout cas, ça a pas de ce qu'on voit. Encore une fois, c'est que ce qu'il veut montrer. Hein. Mais ça a l'air d'être un sacré bosseur quand même, Edwards. C'est un mec qu'en veut, tu vois, qu'à la dalle. Ouais. Et en plus, il sait lui-même qui, pour les yeux du grand public, il n'est pas encore légitime. C'est un accident. Quand tu parles avec les gens, c'est un accident. C'est ça. Donc là, s'il repère, il repère tout. Il veut confirmer. Il aura à cœur de confirmer. Il n'a pas le choix de confirmer. Plus chez lui. En plus. Donc oui. Mais en tout cas, sa confiance, maintenant, il sait que dans le rapport de force, il est là. Il sait qu'il est capable d'amener Ousmane au sol. Il sait qu'il est capable de le mettre KO. Il sait qu'il est capable de le toucher durement. Et les failles, il va les réexploiter. Donc ça veut dire qu'il pourrait, en plus, avec une altitude meilleure pour lui, on le disait tout à l'heure, peut-être mettre un peu plus de rythme. Pas forcément beaucoup plus, mais un peu plus de rythme, être un peu plus dans le rapport de force dans la lutte. Et ça peut complètement changer l'état d'esprit en fait, du combat, la physionomie du combat et l'état d'esprit aussi de Ousmane. Parce que ça, c'est mon troisième à côté. C'est quelle va être la réaction mentale de Ousmane suite à ce KO.
Est-ce que Eh ben ça, pour lui aussi... on va avoir la réponse. Bah ouais. C'est une inconnue. Est-ce que pour lui aussi, c'est... Ouais, il m'a eu comme ça, bon, n'importe qui peut tomber là-dessus, très bien, mais sur le combat, je sais que j'ai dominé. Est-ce que, merde, putain, je suis un homme comme les autres et je peux tomber? Ça, c'est une possibilité. Et surtout, est-ce qu'à la relecture du combat, il va pas se dire, ouais, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui m'ont amené à ce chaos. Que c'est pas un coup du sort, mais plutôt un travail qui a été très bien fait, voilà, très bien fait de la part du camp adverse. Parce que quand tu re-regardes le combat, et il va re-regarder le combat, et ses coachs, s'ils sont honnêtes, ils vont re-regarder le combat. Enfin, Trevor Whitman, et je pense qu'il est honnête, je pense que c'est pas un yes man, je pense qu'il va lui dire, mon ami, il y a eu des failles là. Parce qu'il a fait beaucoup de failles. Et des failles qui ne sont pas corrigées depuis très longtemps. Donc potentiellement, on ne sait jamais, mais il pourrait y avoir un retour de Ousmane qui ne serait pas aussi franc et clair qu'on peut l'imaginer. Psychologiquement, mentalement. Ouais, mais ça on ne peut pas le savoir. Maintenant, ce qu'on sait, en tout cas de ce qu'on voit en photo, le mec s'est entraîné très dur. Oui. Il a un physique, je sais pas si tu as vu, il est même pas taillé en V, c'est un V. Ouais, c'est un V, le mec. C'est un physique de malade. Il a un physique de victoire. Voilà, V. Ou de vendetta. C'est ça. L'un ou l'autre. Mais les deux, de toute façon. Hein. Les deux ont un physique de ouf. Même Edward, il est ultra affûté. Ouais. Et puis, de toute façon, quand t'aimes pas le mec en face, tu sais, la motivation, elle est naturelle. Ouais. Ah oui, tu vas t'entraîner. Tu veux pas perdre contre ton ennemi, de toute façon. Voilà. Donc, déjà, la motivation, je pense que les deux l'ont. La confiance, écoute, je sais pas si... Ah, ça joue. Je pense que ça joue quand même. Je pense que automatiquement, ça joue. Quand tu t'affrontes un mec qui t'a mis KO, salement en plus. Salement, hein, parce que on parlait de la défaite de Gane avec tous les mèmes et tout, la dureté du truc. Mais Ousmane, c'était mondial. Ousmane, il y avait sa tête en train de dormir avec des mèmes de partout. Je te jure, c'est vrai. Et ça, tu le vois. Tu peux pas couper tous les réseaux. Non, mais bien sûr que tu le vois. Ça ressort. Ta famille le voit, tout le monde le voit. Et puis même là, ça ressort. Là, il y a l'approche du combat, ça ressort. Les gens ressortent les mêmes. Donc ça veut dire que ça rentre dans ta tête quand même. Quoi qu'il arrive, ça rentre dans ta tête. Bien sûr que ça rentre dans ta tête. Aussi fort qu'un high kick. Non, c'est clair. C'est clair. Le dernier à voir comment il réagira. À voir comment il va réagir. Et autre dernier à côté, là, le lieu est à l'avantage du champion, quoi. Donc ça se passe en Angleterre, source et terre. Donc ça peut jouer aussi, en termes de confiance, en termes l'envie d'aller, surtout quand on connaît le public anglais, on a vu sur le dernier UFC à Londres, tu peux être porté par ton public. Hein. Tu peux vraiment être porté. Maintenant, il y a des gens, tu sais, ça leur... ils aiment pas plus que ça hein, chez eux. Hein. C'est vrai. Ça te rajoute une pression supplémentaire. Hein. Ah, de perdre devant les gens de chez toi, oui, c'est vrai que ça te rajoute une... Moi, je sais que j'aimerais pas. Moi, je préfère être loin. Moi aussi. Ouais. Moi aussi. Dédicace à Mousse de la Z-Team, qui m'a appelé Santos pendant longtemps parce que je faisais souvent des compétitions loin et qui disait que je m'inscrivais parce qu'il disait que je m'inscrivais sous une fausse identité. Donc Mousse, si tu m'écoutes, et je suis presque sûr que tu écoutes le podcast, dédicace à toi, enfoiré, espèce de canette. Donc voilà. Ouais, donc à voir si ça lui réussit ou pas. Ouais. Game plan, finalement, en vrai, en fait, il n'y a pas 1 milliard de choses à changer pour l'un comme pour l'autre. C'est ça. La seule chose, comme on disait depuis tout à l'heure, hein, c'est est-ce qu'il y aura plus de rythme, est-ce que Edward sera un peu plus autoritaire. Voilà, c'est ça le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il sera un peu plus autoritaire et il va chercher à montrer, attention, maintenant c'est ma ceinture, c'est moi le champion, tu vois. C'est moi le champion. Mais après, dans ce qu'il va faire et dans ce qu'il va imposer... Les armes qu'il a utilisées, en tout cas, elles sont excellentes. Bah oui, il n'y a pas grand-chose à changer. Non. Et comme on disait, un peu plus de rythme, c'est tout. Et maintenant, Ousmane... Ousmane, c'est pareil. Ousmane, c'est compliqué. C'est juste corriger en fait cette erreur-là, en fait, finalement. Parce que ce qu'il fait, s'il arrive à faire ce qu'il a fait dans il gagne le combat. Il gagne le combat. Donc il a juste à corriger en fait cette erreur cette erreur de défense, en fait, tout simplement, qui aurait dû être corrigée déjà depuis longtemps, tu vois. En tout cas, commencer à être corrigée depuis longtemps. Donc c'est vraiment ça.
Ouais, donc finalement, y a pas, ouais. Ils n'ont pas énormément de choses à bosser. Hein. Non, non, non. Non, il y a juste à continuer à peaufiner en fait au fur et à mesure, enfin encore plus ce qu'ils ont mis en place quoi, tout simplement. Surtout pour Edwards quoi. Au vu de ce qu'il a emmagasiné sur le terrain, c'est vraiment ça, c'est de continuer à maximiser la chose quoi, de continuer à travailler avec plus de précision encore. Tu vois, c'est juste ça. Mais sinon, c'est vrai que dans ce qu'il a mis en place, c'est parfait. C'était nickel. Pronostic. Allez, je te laisse commencer. Ok, bah avant l'analyse, c'était Ousmane pour moi dans ma tête, on en a parlé. Hein. Je le voyais, pour moi c'était une erreur, le high kick. Je le voyais lui rouler dessus. Maintenant, je suis plus. Alors, ça s'est inversé. Je pense que je peux voir Edwards et je vais même aller plus loin. Je t'en ai parlé. Ça m'étonnerait pas qu'il le soumette. Ouais. Ça m'étonnerait pas qu'il le soumette. C'est ce que tu m'as dit. Parce que je pense qu'il a vu des failles au sol. Ouais. Il a vu des failles même en lutte où il pouvait pas forcément l'amener, mais des passages dans le dos, des choses comme ça. Et j'arrive à le voir le soumettre. Et tu verrais ça où dans le combat ? Entre 3 ou 4e round. D'accord. Ok. Parce que je pense que le 5e round, Edwards, il est cramé. 5e round, c'est compliqué. Bon, là, il sort le high kick, ok, mais il est épuisé. Je pense pas qu'il le fera 2 fois. Le finish au 5e round, je pense pas qu'il le fait 2 fois. Non, mais c'est pas dans son intérêt, de toute façon, de l'attendre, parce que là, tu peux être sûr que Kamaru Usman, il sera pas en mode, justement, en mode automatique et qu'il sera vigilant. Là, quand il va rester 1 minute de combat, il va plus tourner, à mon avis, s'il a gagné les 4 rounds, il va plus tourner autour de la cage et temporiser que d'être encore à la confrontation. Même si, il y a un point qu'on n'a pas dit dans les à côté, Ousmane, il a un orgueil de malade quand même. C'est-à-dire que il n'est pas du genre justement à calculer. Enfin, quand tu vois, quand il combattait, enfin, il est du genre à calculer, mais qu'on s'entende, c'est pas un combattant stupide, mais il est du genre, quand il a envie de punir quelqu'un, d'aller le punir de la première à la dernière seconde. On l'a vu avec Covington, il a à cœur, et aujourd'hui encore plus, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé, mais il met des KO maintenant, hein, Ousmane. Hein. Donc, il a à cœur d'aller chercher les KO. Et donc c'est possible quand même que on ne le voit pas, si jamais ça va à la décision, tourner autour d'Edwards. Et qui cherche encore, même jusqu'à la dernière seconde, à le finaliser. Mais par contre, il sera vigilant sur les contres et sur les feintes d'Edwards, ça c'est sûr. Non mais ça c'est clair. Je pense clairement qu'il veut le finaliser, Ousmane. Ouais. Pour lui, il n'y a pas d'autre issue dans sa tête. Là. Il veut laver la Pour laver ça, il faut le mettre KO. Ouais, je suis d'accord. Alors, mon prono à moi, j'ai mis un... Alors, pareil hein, que toi, hein, quand j'ai revu le combat, je me suis dit, c'est compliqué parce qu'il y a des clés, il y a beaucoup de clés en fait pour Edwards qui peuvent être encore exploitées. Tu sais, je pense que quand on le dit souvent, hein, quand tu es champion depuis longtemps, c'est que on n'a pas encore trouvé la faille. Tu vois, c'est jamais personne n'est assez fort, entre guillemets, pour dominer les gens juste parce qu'ils sont forts. C'est soit parce qu'ils s'adaptent très bien, tout le temps, ça c'est plutôt un John Jones, soit parce qu'on n'a pas encore trouvé la faille au style. C'est plutôt un Ousmane ou un Makhachev, tu vois, ou un Khabib. On n'a pas encore trouvé la faille. Là, j'ai l'impression que la faille, elle est trouvée. Et au vu du décortiquage du combat, ça m'a conforté là-dedans. Et je mets alors tout petit, un 55% Edwards par KO 4e round et 45% Ousmane mais par décision. Je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à voir Ousmane finaliser Edwards. J'arrive pas à le voir le finaliser. C'est trop bien géré, il est trop au-dessus en boxe pour pouvoir... En fait, le truc, c'est qu'il est au-dessus en boxe, donc à moins que... Hein, c'est là où tu vas voir... il va envoyer sa droite et il va déconnecter Edwards comme il l'a fait avec Masvidal. Ce qui est possible. Ce qui est possible, bien sûr. Mais je veux dire, ça va arriver 1 fois sur 10, tu vois. Mais sur 9 fois sur 10, Edwards, il est au-dessus. Il est tellement au-dessus et il gère tellement bien les armes de Ousmane que je le vois pas déjà prendre au-dessus l'avantage pour le mettre KO. Et au sol, il est au-dessus aussi. Donc, je le vois pas mettre un grand end pound qui va faire en sorte qu'Edwards soit arrêté par l'arbitre. Oui, ça aussi, je suis d'accord. Donc,
Si il gagne, je le vois gagner à la décision. Voilà. Ouais. Voilà. Ok. Ça, c'était pour ce combat. On va pas refaire la même chose parce que là, on est déjà à 1h40 de podcast. Vous savez, on est long, mais quand même, on va essayer de vous préserver. Il y a un deuxième combat qu'on a énormément envie de voir sur cette carte. C'est Fiziev contre Gaethje. Aïe. Alors, moi, personnellement, je me mets pas dans la catégorie des dénicheurs de talent, de petites pépites, parce que je regarde pas forcément les undercards et tout ça, donc c'est pas mon rôle. Moi, on me dit tiens, il y a ce combat, j'analyse et puis je ressors mon analyse. J'ai pas le temps de découvrir tout le monde. Par contre, Fiziev, ça fait partie des gens sur lesquels de temps en temps, par contre, tu regardes et puis tu tombes dessus, tu te dis il y avait Bryce Mitchell Oui. voilà. Là, il y a Fiziev dans un autre registre. Il y a des gens comme ça où tu te dis ah ouais lui ou c'est voilà parce que ça fait du bruit, mais un Bonnie Cole ou des mecs comme ça. Mais bon, en tout cas Fiziev, la première fois que je l'ai vu, je crois que c'était sur son premier combat ou deuxième combat à l'UFC, il m'a fait une très très forte impression, vraiment. Sa boxe. Bon, déjà, il était connu comme entraîneur de combattants pro. C'était l'entraîneur en boxe thaï. Je sais plus le nom du club, mais le club en Thaïlande. Tiger Muay Thai. Tiger Muay Thai. Ouais, c'est l'entraîneur de Tiger Muay Thai. C'était un entraîneur de là-bas. Ouais. Donc, Tiger Muay Thai, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens du MMA qui y vont, et il y a beaucoup de gens du sol et tout ça. Donc, c'est-à-dire que c'est un club de Muay Thai, mais qui a su se diversifier, et aujourd'hui, c'est Petr Yan, par exemple, il s'entraîne là-bas. Par exemple, oui. Khamzat Chimaev s'entraîne, fait des camps là-bas. Donc, c'est vraiment ça, là, ça attire des grands noms de l'UFC sur ce tapis, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il a songé à cette transition entre le Muay Thai et le MMA. Donc oui, et en termes de technique, mais surtout en termes de dévastation, en fait c'est ça qui m'a impressionné. C'est la violence, mais de la violence technique, c'est pas de la violence où le mec c'est un chiffonnier. C'est le mec, c'est juste... en fait, moi, ce qui m'a impressionné surtout, c'est ses kicks. Ses low kicks et ses middle kicks. Mais ces coups de batte de baseball... Mais c'est tellement propre en plus, techniquement c'est beau. Ouais. On sent, on en avait parlé il y a pas longtemps. Tu te blesses pas quand tu le mets dans le bon timing, quand tu le mets à la bonne, tu sais, quand tu fais la bonne réaction de ton adversaire pour que le coude ne soit pas imposé, tu sais. Mais lui c'est ça. Tu sens qu'à chaque fois il vient pénétrer à l'intérieur. Tu sens que de toute façon sur son middle vaut mieux pas mettre ton coude. Je te le dis. Il va te briser. Il va te briser. Non mais tu sens que l'angle de pénétration, tu sais, pour rentrer sur le middle kick, il est parfait. Tu sens vraiment que rien n'est laissé au hasard. Franchement, et puis il est capable de faire des coups d'éclat, des coups de pierre tournés qui vont te mettre KO dans le 3e round. Enfin, tu sais, c'est vraiment, voilà. Niveau boxe, il est pur. Niveau défense de lutte, il est solide. Oui. Donc voilà. Et tout ça, moi, ça m'a impressionné. Et puis, il a une gueule, tu sais. Il a une gueule. Ouais. Il a un physique, il a une gueule. Et donc, tu te dis, ce mec-là, il est marketable. Tu vois. Donc forcément, tu sais, tu te dis, ah, lui, je vais le suivre un petit peu. Et il augmente petit à petit. Et aujourd'hui, on le retrouve face à Justin Gaethje. Justin Gaethje, tout le monde le connaît. Aussi, pareil, combattant de Trevor Whitman. Donc, souvent, d'ailleurs, Trevor Whitman, il regroupe ses combattants, ses fighters sur les mêmes cartes. Donc là, on a effectivement Ousmane et Justin Gaethje. Et lui, on le sait, pareil, dans la folie et dans la dévastation, il se pose là aussi. Alors, on l'a dit tout à l'heure, c'est une tortue sur le dos. Plus en anglaise, mais... En fait, on va dire que c'est un boxeur anglais avec des low kicks. Oui, des calf kicks surtout. Des calf kicks, exactement. Parce qu'il te détruit une jambe. Alors, je suis pas sûr que face à Fiziev, les calf kicks soient d'une efficacité redoutable. Je suis pas sûr non plus. Ils vont être bien gérés. Je pense qu'ils vont être bien gérés. Par contre, son anglaise, elle fait mal. Parce qu'il est puissant, parce qu'il est précis, parce qu'il a cette faculté à avancer sur toi. Il est très en avant sur son buste et tout ça. Il est vraiment en train de chercher, en fait, à ce qu'on parlait des frappes qui viennent du bas vers le haut. Mais lui, en fait, lui est en bas et les frappes, elles viennent du haut vers le bas. Enfin, c'est marrant, tu sais, ce truc-là. Tu sais, il vient vraiment boxer, mais tu sais, avec la tête en avant. Ce qui fait que, finalement, pour le contrer, ça devient compliqué. Tu sais, parce que quand tu vas venir frapper donc plus bas. Ça, souvent, il y a beaucoup de boxeurs qui font ça, et c'est très intelligent quand on sait le faire. C'est que d'une part, on présente le front. Donc quand on présente le front, on ne présente pas la mâchoire. Donc déjà, pour tomber KO, c'est plus compliqué. Et en plus de ça, quand tu vas venir pour essayer de chasser la tête en venant boxer, tu vas libérer encore plus d'espace au niveau de ton visage, parce que ta garde, forcément, elle va descendre plus bas, tu vois. Vers le bas, ouais. Et donc derrière, tu peux te faire sécher. Ce combat, il est intéressant. Ça va être un combat qui va être un combat de striking pendant 3 minutes. Ça va être magnifique.
3 minutes? Oui. 3 minutes, Ok. 5 rounds de 3 minutes. D'accord, donc c'est du Muay Thai. D'accord. Non, 3 rounds de 5 minutes, ça va, j'ai pas récupéré. Et donc, Ouais, donc 3 fois 5 minutes. tu l'as dit, hein. Ça va se passer debout, hein. Je pense qu'ils vont se régler debout. Bah, je vois pas Fiziev amené au sol. Non, mais je vois pas l'intérêt qu'il aurait. Ouais. Et Quoique. je quoique finalement. Et je vois pas non plus Gaethje amené au sol. Gaethje, même si c'est un lutteur, on sait qu'il a une meilleure lutte défensive qu'offensive. Même dans sa carrière de lutteur, c'était un lutteur défensif et non offensif. Et en plus de ça, il aime trop la bagarre. Et puis il a pas une super lutte adaptée au MMA. Non. Il a pas réussi à vraiment adapter sa lutte. C'est pas. Je le considère même pas comme un lutteur à l'UFC. Non, c'est un striker. C'est un striker, clairement. Et donc ouais, non, ça va se passer debout, et ça va se passer dans la violence, mais avec pas mal de techniques, je pense. Enfin, tu sais, contrairement à Gaethje contre Chandler, où c'était une bagarre de saloon, c'était technique, mais c'était une bagarre de saloon. Là, on sent que, je sens un Fiziev qui a tout intérêt, déjà, de toute façon, à rester, à pas rentrer dans cette bagarre. Mais attention, parce qu'il a tendance à, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, en off, il a tendance à avancer, à prendre des coups. En fait, des fois, il les accepte même. C'est ça. En tout cas, tu as la sensation qu'il les accepte. Il s'en fout, en fait. C'est-à-dire que pour vous mettre un coup, il accepte d'en prendre un. Sauf que Gaethje, faut pas en prendre. Non, parce que lui, il a le KO power. Comme souvent les lutteurs qui débarquent dans la boxe. Tu sais, enfin, on remarque que les lutteurs, quand ils se mettent à boxer, ils ont souvent beaucoup de puissance. Parce que dans leur chaîne cinétique, parce que dans l'explosivité, on a dit, la force d'une frappe, la force de frappe au point, quand on met une frappe avec un point, elle vient des jambes. Et les lutteurs, ils ont des appuis, ils ont une force, une explosivité pour arracher les personnes ou pour shooter dans les jambes qui est excellente. Et c'est pour ça que les mecs sont aussi puissants aussi dans leur boxe. C'est parce que tout ce qu'ils ont capitalisé en termes de prépa physique et adapté en fait à la lutte se retranscrit parfaitement bien, j'ai l'impression, en tout cas avec le recul, pour la boxe. C'est-à-dire que les appuis et la dynamique que ça demande, en fait, font que quand tu envoies le point au final après, tu vas mettre un KO. On retrouve, c'est pour ça aussi que les rugbyman sont aussi des gros punchers. Parce que c'est la même chose. En fait, ils travaillent tellement le bas du corps, ils sont tellement puissants sur le bas du corps que derrière, ça maximise la puissance de l'anglaise. Tout simplement. Ouais. Et Gaethje, en plus, il est précis. Il est précis dans sa boxe anglaise. On sent qu'avec Trevor... De plus en plus. Et ouais, Trevor Whitman fait un travail magnifique là-dessus. On le sait, là, on n'en a pas parlé véritablement avec le combat d'avant, mais Trevor Whitman, c'est la science infuse de la boxe anglaise. Sur les placements, sur juste les détails, le placement du pied, le décalage, l'action, la réaction, enfin tu sais, la feinte, c'est vraiment ça. L'angle, couper les angles et tout ça, il porte beaucoup d'attention aux petits détails. Aux petits détails qui va rendre ta boxe plus efficace, soit parce que tu vas ouvrir une porte, ou parce que tu vas avoir l'angle parfait pour aller chercher une mâchoire, par exemple, et déconnecter ton adversaire. Et ça, Gaethje le fait véritablement bien. Parce que quand il avance la tête en avant, il l'avance en étant un petit peu, tu sais, il fait des pas de côté, tu vois ce que je veux dire. Et ces pas de côté-là, en fait, ça permet de changer l'angle, d'arriver sur une diagonale. En fait, finalement, quand tu arrives sur une diagonale, sur l'anglaise, c'est beaucoup plus efficace que quand tu arrives en ligne droite, tu sais. Donc c'est plutôt bien fait. Donc ce combat, Mais bon, je sens quand même que c'est un peu la fin pour Gaethje. Je sais pas pourquoi, c'est un sentiment. Trop de guerres. Il a enchaîné que des guerres, Gaethje. Ouais, je suis d'accord. Franchement, Fiziev, il est en train de monter. Gaethje, il est en train de descendre. Le style de Gaethje colle parfaitement avec celui de Fiziev. Donc je pense que tout est fait, en tout cas dans la tête de l'UFC, pour que Fiziev monte. Ah clairement, le matchmaking, il est fait en l'honneur de Fiziev. Il est fait à l'avantage de Fiziev. Néanmoins, et ça je te l'ai dit tout à l'heure, alors on n'a pas eu le temps véritablement de l'analyser, c'est pour ça qu'on fait vraiment une petite aparté sur ce combat qu'on a envie de voir, mais on a regardé très peu de combats là, vraiment vite fait les deux. Je sais pas pourquoi, mais j'ai quand même du mal à voir Fiziev passer Gaethje, même s'il est sur la fin. Je sais pas pourquoi, c'est un pressentiment que j'ai, alors j'espère me tromper, parce que même pour l'UFC, enfin, pour Gaethje, c'est pas cool, mais pour l'UFC, tu vois, ça met du sang neuf, ça met quelqu'un de plus qui monte et qui va aller chercher une chance au titre. Donc voilà, c'est bien d'avoir un profil différent. Et puis, on vous l'a dit, Fiziev, moi, dès le début, dès que je l'ai vu, je suis tombé amoureux du combattant, tu vois. Mais
Mais pourtant, je sais pas pourquoi, mais quand je vois les erreurs de Fiziev, quand justement tu disais qu'il prend beaucoup de frappes, quand je vois qu'il accepte la bagarre et que même s'il désengage bien sur les frappes et qu'il a quand même une garde hermétique, ça reste un professionnel du kickboxing, hein, il est vraiment très très fort en kickboxing. Mais je vois Geji en capacité de le toucher. Maintenant, la réponse c'est est-ce que la mâchoire de Fiziev, qui pour l'instant n'a pas montré de faille, hein, je dis ça c'est une supposition, hein, est-ce qu'elle elle est capable d'encaisser les frappes de Geji à répétition, qui va mettre un gros rythme. En fait c'est ça aussi, c'est que ce qui m'a marqué et ce qui m'a fait pencher de ce côté-là, c'est que Fiziev, c'est pas quelqu'un qui va mettre un gros rythme. Il a sa boxe, il est pur, il va s'installer et puis voilà, il va faire un combat de boxe. Geji, il te met un rythme de dingue pendant 3 rounds, quoi. Il te fonce dessus, il a le cardio pour. Ouais, mais les frappes de Fiziev, elles sont tellement puissantes et précises que tu le respectes. Tu peux pas forcément lui mettre un rythme de ouf. Oui, certes. Ça, je suis d'accord. Quand tu te prends 2-3 middle sur tes entrées, tu vas te dire, ok, mon rythme, il va peut-être se calmer un petit peu. Je vais souffler un peu. Ouais. Donc après, Geji, c'est un encaisseur, hein. C'est un guerrier. Bah c'est ça, c'est que le mec, il a ce grain de folie qui fait que tu peux le briser, mais il va quand même t'avancer dessus, quoi. Tu sais, on l'a vu dans des phases où il est complètement sonné, et il continue à y aller et à aller chercher la ressource pour aller chercher la victoire, quoi. C'est ça le truc, c'est que dans l'adversité, il a cette capacité à aller chercher la ressource pour aller chercher la victoire. Fiziev, on l'a pas encore vu comme ça. Sur les phases de KO, il peut de KO CHAO. Il peut coucher n'importe qui, Geji. Ouais. Et Fiziev, c'est ce que je disais là, on l'a pas encore vu dans une phase où il est vraiment vraiment dans le dur. Je sais pas, ça te parle ou pas? Où vraiment il a fait la guerre et c'est pas genre il a accepté de prendre des frappes et il a pris des coups et puis voilà, mais dans le truc où il est dans une guerre de tranchées. En tête, j'ai un combat où il se fait ouvrir, où il saigne à l'arcade, je sais plus c'est contre qui, mais si, il a eu des combats quand même où c'était, en tout cas il y avait de la réponse debout. Ouais. Si, il a eu des combats. Et puis de toute façon, comme tu as dit, c'est un striker, avec sûrement un nombre incalculable de combats en striking, donc des guerres, il en a connu. Ouais. Après, voilà. Après, c'est peut-être aussi parce que trop souvent, j'ai vu des mecs en fait, qui brillaient quand ils étaient en bas, et puis dès qu'ils arrivent et qu'ils se frottent au top 5, entre guillemets, voilà, ils se retrouvent face à une porte aussi, tu vois. Où le niveau, le gap, il est trop important. Ouais. Tu vois. Ouais, je sais pas. Donc à voir. Moi en tout cas je donne mon avis, qui n'est pas forcément un pronostic, mais je me dis Geji, il faut pas l'enterrer trop vite. Et je me demande si Geji peut pas remporter ce combat. Alors je sais pas par KO ou par décision, hein. J'ai pas assez analysé pour pouvoir être plus précis là-dessus, mais je sais pas pourquoi. Je me demande si Geji va pas encore une fois briller sur ce combat-là. Et le vieux lion va pas justement stopper le jeune lion encore pour un moment, hein. Ça veut pas dire que Fiziev va pas revenir, hein, mais je sais pas, je le sens comme ça. Ok, moi je reste sur Fiziev. Écoute, on verra. On aura la réponse. Je reste sur Fiziev par décision. Oui. Parce que c'est en 3 rounds. Oui, ouais. Par contre, c'est vrai que j'ai... Ouais. Alors, je le vois pas le finir quand même. Fiziev, c'est vrai que si je le vois gagner, je le vois à la décision. Et par contre, Geji, si je le vois gagner, je peux le voir à la décision comme je peux le voir mettre un KO. Ok. C'est noté. C'est noté. Les mots sont notés. Sont enregistrés même. D'ailleurs, parlons-en de cet enregistrement. On va devoir y mettre fin. Donc... Bah oui. Donc, 1h52. Hein. Bah, on est dans nos habituels, là. On est dans les clous. Hein. Bah, sinon, les gens, si on fait trop court, ils seront plus. Ils vont penser que c'est quelqu'un d'autre. Ils vont s'ennuyer. Ils vont penser que c'est quelqu'un d'autre. On pense à tous ceux qui prennent le train, qui prennent la voiture et qui, au bout d'une demi-heure. Qui prennent l'avion. Qui prennent l'avion, qui, au bout d'une demi-heure, vont devoir changer de podcast. Avec nous, ça va. Vous pouvez faire un Paris-Nice et vous aurez encore de quoi faire. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas, encore une fois, merci à tous pour la force que vous nous donnez en ce moment. Vraiment, on est vraiment très contents, que ça soit en commentaire, que ça soit avec les likes, que ça soit avec les vues, que ça soit avec les nouveaux abonnés, tous les messages. Encore une fois, mais moi, honnêtement, je vais le dire et je le redirai à chaque fois. Vu l'épisode qu'on a fait là sur le débrief du King and the G, je m'attendais quand même à ce qu'on se fasse terminer par pas mal de monde.
Enfin, tu sais, des gens qui diraient encore des gens qui vont taper sur le MMA Factory, qui vont taper sur Lopez, qui vont taper sur Gann, alors qu'on l'a fait pas dans ce sens-là. Hein. On l'a vraiment fait pour le bien du MMA français, et vous le savez, et en fait, vous l'avez compris. Et ça, vraiment, moi, c'est ça qui m'a agréablement surpris, c'est que dans les commentaires, vous nous avez remonté ça. Vraiment, qu'on avait réussi sur 1h30 de podcast à toujours rester droit et objectif dans notre analyse. C'est ce qu'on voulait. Merci de l'avoir compris, merci de l'avoir entendu. Donc ça, c'est très bien. Alors, je ne répondrai pas aux gens qui ont écouté. Il y en a un qui m'a dit, ouais, au bout de 6 minutes, j'ai coupé machin et qui m'a fait toute une diatribe derrière. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde ? Écoute tout le podcast et puis on en rediscute après. Enfin, tu vois, quelqu'un qui nous juge sur 6 minutes, sur 1h30 de podcast, ça je peux pas l'entendre. Hein. Ça, mon ami, je l'ai renvoyé à notre podcast et je lui ai dit, écoute, on en rediscute dans 1h30, je lui ai dit. Maintenant. 6 minutes, c'est juste l'intro. Mais ouais, qu'est-ce que tu veux 6 minutes, j'ai même pas eu le temps de dire qu'on était le podcast préféré après les autres. Tu vois, j'ai pas eu le temps encore. Donc voilà, donc merci, continuez à partager, continuez à liker, continuez à vous abonner, parce que quand on fait 3000 vues et qu'on n'a que même pas 600 abonnés, ça veut dire qu'il y en a plein qui écoutent sans s'abonner. Et je vois les chiffres, et oui, maintenant YouTube, il nous donne tout. Et on vous voit tous. Et on vous voit tous, on sait qui vous êtes. Retournez-vous, on est là. Non, mais en tout cas, voilà, et donnez-nous de la force, les 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast et tout ça. Voilà, merci, on essaie de donner plus de temps, de vous donner plus de temps. Donc essayez de nous donner un peu plus de force si vous le pouvez. Et puis, on n'est pas encore à vous demander de l'argent, on verra à ce moment-là. En tout cas, voilà. En tout cas, on vous remercie. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!